Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum, le LGF, jusque 18h avec au programme de cette émission tout à l'heure les coups de gueule et coups de cœur de nos débatteurs, le quiz bien entendu à ne pas louper. Et nous allons parler bien entendu de cette sortie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la suite de ce dramatique accident. Et Gérald Darmanin qui souhaite en fait tout simplement apporter un nouveau qualificatif à ce genre d'affaires, un délit routier, et le permis donc qui serait directement systématiquement retiré en cas de contrôle de stupéfiants, de prise de stupéfiants et d'alcool, ou d'alcool d'ailleurs, les deux. C'est une proposition qu'il fait, il l'a faite hier, on en reparlera d'ailleurs. Est-ce que cela vous paraît réalisable? Est-ce que, voilà, sous le feu de la réaction bien entendu, on en reparlera bien entendu de cette nouvelle qualification. Le zap ou mat, c'est des infos que je donnerai et nos débatteurs choisiront soit de les commenter, soit de les zapper. Et puis on va parler de la Russie, là on est bientôt d'ailleurs au premier anniversaire de cette invasion en Ukraine. Et on parlera de la Russie qui a certainement pris beaucoup de place en Afrique au détriment de la France. D'ailleurs, comment on voit cela? Eh bien, avec le regard de nos débatteurs, ça se passe jusque 18h sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde. Le grand forum, Christophe sur France Maghreb 2. Avec aujourd'hui, pour nous accompagner, Monsieur Smaïn Tefour, journaliste. Comment Smaïn, j'allais t'appeler Smain. Tu confonds, hein? Ouais. Ça va, mon Smaïn, ça va? On réserve ça à l'Afrique Média, qui m'appelle Smain. Ah, d'accord. Voilà. Pour ça. Donc, très bien. Ouais, je vais très bien, Christophe. Donc, je salue nos auditeurs et nos auditrices qui sont de plus en plus nombreux. Voilà. Monsieur Gamal Abina, fondateur du MDC. Comment ça va, Gamal? Très bien, comment allez-vous tous? Ça va très bien. Et Emmanuel Dupuis, président de l'IPS. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Ça fait longtemps. Et bonjour Emmanuel. mes contourneurs, mes On débatteurs. te voit partout sauf Bonjour. ici. Comment? Bah si, vous me voyez ici. Ah bah ouais, vous m'entendez ici. Oui, mais on te voit pas maintenant, beaucoup. maintenant on nous voit. Hein, grâce à la mer. Ça va, on te voit partout en ce moment, c'est bien. Hein. On me voit raisonnablement. Oui. Non mais c'est bien, c'est bien. Et puis, Plaisir. on a besoin d'avoir ton regard aussi, Emmanuel. D'ailleurs, ça tombe bien, on va parler de la Russie. Hein? Ah bah oui. Bon. Enfin, je peux parler d'autre chose que de la Russie, mais enfin, aujourd'hui, parlons de la Russie. Oui, mais tu peux parler aussi de la Russie. Absolument. Voilà. Et on va le faire. C'est le sujet de prédilection. Autre chose. Est-ce qu'il peut parler de Spider-Man, hein? Ah, ça non. Ah. Chacun son truc. C'est Marvel, ça. J'ai quelques lacunes. Bon, allez, on va commencer par nos clins d'œil, les amis, avec mes petites questions. Ça s'est passé, nous sommes aujourd'hui le 20 février. Je disais, oui, on arrive bientôt au premier anniversaire de cette guerre en Ukraine. Et nous dit-on, il paraît que ça risque de durer longtemps. Voilà. Je sais pas, mais bon. Première question, je cherche une chanteuse de pop. Elle est née en 1988. Elle a fait parler d'elle lors du Super Bowl américain il n'y a pas longtemps là. 88 Rihanna. Rihanna. Bonne réponse. On voit qu'il y a des amateurs de Rihanna. Ah, bien. Ouais, Bravo. enfin, j'ai comme beaucoup vu le spectacle. Ne serait-ce que par rapport à sa Magnifique. plastique. Hein. Le spectacle, vous l'avez vu, perché en hauteur là, c'était- Magnifique, je Ouais. dirais pas ça. Ah bon? Non, Oh, j'étais c'est- plutôt déçu. Ah bon? Ouais. Bon. Par rapport au... Moi, j'avoue que je suis un grand amateur des spectacles de mi-temps Super Le Bowl. du Super Bowl. Ouais. Et j'avoue que c'était pas forcément le plus spectaculaire. Enfin, j'ai flippé à sa place quand même. Elle était en hauteur là. Ouais, c'est pas parce qu'elle était en hauteur, elle chantait en playback, Ah premièrement. bah ça, oui, malheureusement. Pas tous. Il y a eu des chanteurs par le passé qui n'ont pas chanté en playback. Je pense notamment à Lady Gaga, qui avait fait ce spectacle il y a 3 ou 4 ans, qui était en direct. Non, j'étais plutôt déçu. C'était impressionnant, mais bon, sans plus. Bon. Allez, deuxième question. C'est une question histoire. Je cherche un dirigeant africain qui avait menacé en 1972 l'Espagne d'une guerre pour obtenir le Muammar fameux Kadhafi. Sahara espagnol. Kadhafi. Absolument. Muammar Kadhafi. Kadhafi. Eh bien, j'avoue que je ne savais pas. Si, si. Moi, je ne savais pas. Il Voilà. était Sahraoui à l'époque, c'est le premier à avoir soutenu Sahraoui d'ailleurs. Oui, bon, bah, Avant même la création de Tout Polisario, à fait. qui a été créé en 73. 15. 75. Ouais. 13. 15. 13. Ah non, 1973. 13 et 75, c'est le début de la Oui, c'est Voilà, la marche verte, absolument. Qui a été élu en 1811, messieurs, à l'Académie française. 1811 Oui. 1811. Ça va mal. L'académicien Victor Hugo, non? Non, Non. ce n'est pas Victor Hugo. Non. Chateaubriand? Chateaubriand, Oh. magnifique réponse d'Emmanuel, bravo. J'ai honte. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Quel pays, messieurs, annonce son boycott des Jeux Olympiques à Moscou en États-Unis. 1980, oui, États-Unis. en raison en fait de l'intervention soviétique en Afghanistan.
Ouais, les USA déjà, fait. 1980, ils ont boycotté les Jeux Olympiques. Et enfin, je cherche une actrice, chanteuse et mannequin aussi. Elle est née en 1974. J'avoue qu'on n'entend plus beaucoup parler d'elle maintenant. Elle a eu quelques problèmes de drogue d'ailleurs aussi, elle. Comme souvent. mais- Cindy Crawford. Non, française. Ah, française. Française. Ah oui, ça doit être Gherkin, non? Non. Attends, 74, tu dis? Elle est née en 1974, elle a été chanteuse, elle a fait aussi... Zazie. ils disent actrice, je l'ai Zazie. jamais vu moi au cinéma, mais bon. Zazie. Mannequin, non. Ah oui, elle est Ah, corse, je Laetitia crois. Elle est Casta. corse. Ah, Laetitia Casta. Casta. Non, ce n'est pas Laetitia. Mais J'ai Laetitia pas dit Casta qu'elle est était effectivement corse. corse. Voilà. J'ai pas dit qu'elle était corse. Non, D'où il y a Elle est mannequin, française, c'est pas pareil. elle est- Mannequin, j'ai pas dit corse. Mannequin, c'est Mannequin, dans voilà. notre territoire, mannequin. Son père était un grand chanteur, je crois. Ah, Béar. Non, Non? Ophélie de son prénom. Ophélie Oh, Winter. Willy Winter. Ophélie ouais. Winter, absolument. Bon, Oui, c'est- ils Oui, disent alors actrice. chanteuse, c'est beaucoup, c'est lui faire un grand honneur. hein. Oui, si, Dieu, Franchement, madame, elle est là, Elle voilà. Elle a fait disparu un des titre ou radars, deux, quoi. Christophe, Voilà. Non, non, c'est pas si mal que ça, elle avait travaillé avec Prince. Ah bah à un si, elle a moment fait- donné. elle a- Non, non, elle elle avait a- travaillé avec Ophélie Prince. Winter Oui, elle avait travaillé avec Prince. J'ai rencontré une fois à Paris d'ailleurs. Qui est Prince? Non, Ophélie Winter. Je rencontre qui rencontrera, mais voyons. Ouais. Plus comme mannequin que je savais plus comme mannequin que chanteuse. Bah elle avait fait, si, elle avait fait un Si, titre si. qui avait bien Non, mais elle marché. a fait des- oui, elle a Oui. fait- Dieu m'a donné la voix. Voilà, Dieu m'a donné la Tout le monde foi. s'en Je sais pas souvient. quoi. La foi. Ouais, c'est ça. Bon bah bravo les gars, bravo. pas Et mal. Emmanuel a été très bon, hein, je veux le dire. Ah oui, c'est Franchement, il a relevé le niveau. Hein, heureusement. Ophélie Winter, ouais, c'est clair. Ah oui, Putain, Tu l'as tenu là. heureusement. Bon, messieurs, on va parler dans un instant de la Russie parce que la France est un peu inquiète visiblement. Emmanuel va nous éclaircir sur ce sujet. La Russie en fait est en train de prendre beaucoup de place en Afrique, marché oui. après marché, pays après pays. Et la France est un petit peu inquiet, si vous voulez, de la place qu'est en train de prendre la Russie en Afrique. On en reparle avec vous sur France Maghreb 2. Restez bien branchés. Le LGF, Emmanuel Dupuis est avec nous, Kamal Abina aussi, et Smaïn Tefour avec nous, qui nous a même ramené des petites pâtisseries orientales. Sympathique. Yeah. Qu'on va prendre avec un bon café d'ailleurs, tout de suite, que je m'empresse d'aller vous faire, messieurs. Restez avec nous, c'est le LGF, évidemment. France Maghreb 2. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Le LGF, avec vos appels évidemment en direct, les amis, si vous le souhaitez, au 01 40 33 9000. On va parler une nouvelle fois de la Russie. Et on va en parler beaucoup d'ailleurs cette semaine parce qu'on arrive évidemment au cours du premier anniversaire de l'invasion en Ukraine avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, avec Gamal Abina, avec Smaïn Tefour qui sont avec nous. Emmanuel, la France s'inquiète aujourd'hui de la Russie qui prend beaucoup de place en Afrique. Qui prend marché après marché en fait, et on s'aperçoit que la Russie est en train de devenir une puissance importante sur le continent africain au détriment de la France. Est-ce qu'on peut partager cet avis? Alors je dirais pas qu'elle gagne des marchés. Elle a de toute façon toujours été un acteur économique important. Finalement, on parle du retour de la Russie. La Russie n'a vraiment jamais quitté le continent africain. Elle avait du reste des particularité avec des pays qui avaient connu l'expérience marxiste. Je pense notamment au Congo, je pense notamment à la Guinée, à l'Érythrée, au Mozambique, en Angola. Et donc, du coup, les partenariats sont restés les mêmes. Je ne suis pas certain que ce soit sur le plan économique, parce que si on regarde la balance commerciale de la Russie vis-à-vis du continent africain, elle n'est pas si importante que ça. Maintenant, il y a une modélisation, un modèle alternatif, anti-occidental ou oriental, qui peut être à peu près équivalent à l'appétence que certains pays africains pourraient avoir vis-à-vis de la Chine ou même vis-à-vis de l'Inde ou de l'Iran, peut-être un petit peu plus tard, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Maintenant, les marchés que la France perd, la France ne les perd pas au détriment de la Russie. La France les perd au détriment de ses partenaires européens. La plupart du temps, les marchés qui sont perdus par la France sont récupérés par l'Espagne, c'est le cas du Maroc, sont récupérés par l'Italie, c'est le cas de la Tunisie, ou sont récupérés de nouveau et par l'Italie et l'Allemagne, c'est le cas de l'Algérie. Donc je ne dirais pas que la concurrence est commerciale, la concurrence est plutôt géopolitique, ou même militaire, ou diplomatico-militaire, si on peut s'exprimer ainsi, avec une volonté de passer de l'un à l'autre, sans passer par la case perte et profit, mais quand même, ça peut être perçu comme tel. Alors la France a perdu des positions, des assises diplomatiques, quand les forces françaises ont dû quitter le Mali. Bien évidemment, ça se fait aux dépens de l'image que les Maliens ont et que les autorités maliennes issues du coup d'État ont vis-à-vis des autorités françaises. On peut faire la comparaison avec le Burkina Faso, où là, depuis hier, il n'y a plus de troupes françaises qui sont présentes à Ouagadougou alors qu'elles étaient présentes depuis 2009.
Je ferai une petite exception pour la Guinée, c'est pas tout. La Guinée-Conakry, qui elle-même avait vécu un coup d'État militaire en septembre 2020, c'est pas tout à fait le même contexte. Donc je dirais pas que la France perd des marchés au niveau de la Russie. Tout le monde est en concurrence les uns avec les autres. Les États-Unis redécouvrent l'Afrique. Ils ont fait un sommet il y a de cela 2 mois, enfin en décembre dernier, début décembre dernier. Le Japon en est à sa 7e édition du sommet Japon-Afrique. Ça s'est tenu à Tunis l'été dernier. La Chine a depuis des années son forum sino-africain. Donc tout le monde s'intéresse au continent africain. Et puis pour répondre à votre question, c'est une saine concurrence. Maintenant, il y a une autre approche, c'est que les endroits où la Russie se positionne ne sont pas forcément les endroits où la France était en position de force. En Afrique orientale, dans les pays de langue lusophone, où là, évidemment, notre culture, notre histoire, notre patrimoine économique est moins fort vis-à-vis de l'Angola, de Mozambique, ou même en zone anglophone. Je pense notamment à l'Éthiopie ou au Kenya. Donc, encore une fois, je ne dirais pas qu'il y a une sorte de jeu de chaises musicales au niveau économique. Par contre, au niveau politique et militaire, on peut effectivement en débattre. Gamal, est-ce que tu partages l'avis d'Emmanuel? Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un sommet africain, c'était en Éthiopie à Addis Abeba ce week-end. Voilà. C'est un sommet de l'Union africaine. De l'Union africaine, et le président du Madagascar, c'est ça? Non, des Comores, pardon. Effectivement. Gamal, sur la position. Le président des Comores et le président en exercice pendant 1 an de l'Union africaine. Absolument. C'est ça. Il remplace Moussa Faki. Pour revenir, oui, ce qui est dit est essentiellement exact. Effectivement, la France a une perte de prestige. Pas sur le plan économique, parce qu'effectivement, la Russie ne pèse pas grand-chose en Afrique, et c'est juste une présence économique essentiellement basée sur le militaire. Ils vendent des armes. Donc, c'est vraiment ce qui caractérise la présence russe. Par contre, effectivement, tout le monde redécouvre l'attrait de l'Afrique. On voit des sommets en cascade. Tu viens d'évoquer les 7 sommets japonais, mais pas seulement. Il y a aussi, dans les mêmes proportions, des sommets qu'on voit avec les Turcs. Qui est pareil pour le Japon, on en a parlé, évidemment des sommets Russie, ils en sont au 3e. On a une concurrence américaine qui se place au 7e sommet, pareil. Ils font des multiplications de sommets pour essayer de se positionner avec des promesses qui ne sont pas toujours tenues. Mais on se rend bien compte que ceux qui sont les plus en avant là-dedans, c'était d'abord les Français, il faut le rappeler, avec ces fameux sommets France-Afrique considérables, plus de 43 sommets depuis 1973, donc c'est énorme. Et pour autant, la France a perdu évidemment ses marques par rapport à sa zone francophone, mais pas seulement. Au-delà, le reste, effectivement, ils n'étaient pas très très présents. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un vrai recul de l'attrait de la France sur l'Afrique pour diverses raisons historiques et des perceptions de colonialistes. De l'autre côté, il y a un attrait pour le monde russe, parce qu'effectivement, il y a 2-3 pays qui ont bénéficié du soutien russe aujourd'hui actif. Ça a commencé par la Centrafrique, où il y a une perte de prestige de la France totale. Ensuite, c'était le Mali avec le coup d'État d'Assimi Goïta. Ensuite, c'était le Burkina. Il y a un effet de contagion dans la région du Sahel qui est évident. Effectivement, on ne peut pas comparer avec ce qui s'est passé en Guinée. C'est une autre problématique, mais ça reste un coup d'État militaire. Et on se rend bien compte aussi que les Russes sont en train d'avancer leurs cartes un peu partout. Alors l'Algérie, traditionnellement, est plutôt favorable aux Russes. Il y a beaucoup d'anciens pays soviétiques, enfin ex-soviétiques plutôt marxistes, qui étaient favorables aux Russes. L'Éthiopie, c'est pareil. Il y a un rapprochement qui s'est opéré. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que la perte de prestige français sur le plan militaire en Afrique par rapport à la collaboration russo-africaine, on va entraîner derrière une perte, effectivement, un recul économique parce qu'on les prend moins au sérieux. Les Africains sont beaucoup déçus par la position française. L'opération Barkhane est un échec total. Quoi qu'en disent les autorités françaises, c'est une vérité. Et les Russes, de l'autre côté, font des opérations extrêmement violentes, mais qui fonctionnent. Il y a un recul des terroristes parce que les Russes ont donné les moyens militaires, logistiques et en termes d'information. Donc oui, la France recule sur le plan politique. Elle reculera sur le plan économique, même si les Russes ne pèsent pas, parce que les Chinois prennent la place. On a oublié le facteur Chine, ils sont quand même très très présents. Et elle reculera au profit de ses concurrents européens, qui profitent de la place libre pour essayer de se positionner comme les Américains avec leur plan à 55 milliards de dollars d'investissement. Très marginal, mais tout de même. Donc voilà, aujourd'hui la France est en difficulté en Afrique parce que son image était cornée, parce que ce qu'elle a promis, elle n'a pas su le tenir, et parce que les Africains ont le sentiment, effectivement, d'avoir été baladés pendant plus de 60 ans, 62 ans, par une ancienne puissance coloniale qui n'a pas apporté les promesses qu'elle avait faites par rapport au développement. Gersmaïn Tefour sur la Russie et sur l'Afrique, évidemment. Ton point de vue là-dessus, sur ce qui est en train de devenir la Russie et de son poids, en fait, qu'on peut quand même qualifier d'important sur le continent africain. Très bien, Christophe. Il n'y a pas seulement la Russie qui s'intéresse donc à l'Afrique. L'Afrique, ça a toujours été une terre de convoitise, ne serait-ce que par rapport à ses richesses. Mais aujourd'hui, c'est une bataille géopolitique qui est en train de se dérouler
donc sur le continent africain. Donc les Russes reviennent après 20 ans on va dire d'absence, parce que à la suite, ce qu'on appelle de la dégringolade de l'Union soviétique, les Russes étaient affaiblis économiquement, commercialement et tout ce qui suit avec. Si vous voulez, ce retour donc en vigueur sur le continent africain s'inscrit justement dans ce contexte international de construction de ce qu'on appelle du nouvel ordre international, le monde bipolaire en l'occurrence. Maintenant, est-ce que la Russie est en concurrence avec la France? J'en doute. Franchement, ce n'est pas le cas. Je ne crois pas que ça soit le cas, pour la simple raison que les Russes investissent en Afrique 15 milliards par an, comparé aux Chinois qui investissent 300 milliards par an. Donc l'écart est grand, Christophe. Donc on ne peut pas parler de concurrence entre la France ou ce qu'on appelle les Russes. Les Russes sont en train donc s'inscrire dans cette dynamique géopolitique pour justement gagner ce qu'on appelle la faveur des pays africains. Il faut aussi ajouter à cela que la nouvelle génération des gouvernants justement africains, c'est une autre mentalité. Ce n'est plus la France et la politique tutélaire de la France qui imposait donc sa politique économique et monétaire, sachant que le franc CFA a été déposé dans la banque centrale française, et du coup donc qui disait contrôle des circuits monétaires, dit contrôle de l'économie des pays, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, est-ce que la question reste posée? Elle reste toujours posée pour la simple raison que cette question a été déjà posée par le passé. Disons, dès le début des années 70, le camp déjà occidental posait la question s'il fallait s'inquiéter du basculement des pays du tiers-monde, notamment africains, dans le giron de ce qu'on appelait à l'époque l'URSS, dans un contexte de guerre froide. Aujourd'hui, c'est pratiquement la fin de l'histoire dont parlait Fujiyama n'est pas du tout la fin de l'histoire, c'est beaucoup plus donc un prologue. On voit bien que les Russes gagnent du terrain en Afrique, ils gagnent même idéologiquement aussi, parce qu'on parle d'économie, mais idéologiquement, ils gagnent. La Russie est en train de se reconstruire à partir du néant. C'est comme un phénix qui ressuscite. Et ma foi, donc la France a perdu de son aura en Afrique pour la simple raison que la France a toujours agi de manière un peu, on va dire, paternaliste vis-à-vis des Africains. Pas plus loin que ce matin, Christophe, j'étais en train de lire un article de l'IFRI dont un chercheur associé disait que les Africains cherchaient ce qu'on appelle des alliances de dépendance. Ça dénote ô combien les Français, dans l'imaginaire des Français, qui pensent que l'Afrique est toujours, on va dire, infantilisée. Pourquoi? Parce que quand on tient ce genre de discours, cela sous-entend qu'il est quelque part en position de supériorité et que ceux qui sont en face de nous ne pèsent pas du tout. Et donc c'est à nous de leur dicter notre loi. Maintenant, la France, elle perd, il faut le reconnaître. Il faudrait que les autorités françaises prennent conscience de ce danger et qu'il faudrait qu'ils réinvestissent le terrain, on va dire, économique, militaire et sécuritaire. Parce que quand on sait que les Russes sont entrés par la grande porte en Afrique dès 2013, donc par la Centrafrique, et en 2018, quand ils ont fourni donc l'armement au pouvoir, donc légitimement élu, alors que les Français ils ont un peu lésiné sur les moyens, ils ne voulaient pas donc armer ce qu'on appelle les autorités légitimes. Aujourd'hui, les Russes ils ont gagné ce pari, on les voit très bien maintenant, et ça risque maintenant de faire tache d'huile, et même au Tchad. Emmanuel, on voit que les paquets de sanctions qui ont été prises contre la Russie, je crois qu'il y en a eu 10 au total. 9. Ouais, c'est le deuxième qui est arrivé ici. On voit que ça a eu l'effet contraire de ce qui a été recherché, puisque la Russie, économiquement, s'en sort plutôt pas mal. Oui, alors il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Premièrement, les sanctions ont eu leur effet, notamment parce que la Russie a dû vendre à perte un certain nombre de ses avoirs et notamment de ses capacités d'enrichissement fiscal, au sens propre du terme, notamment les hydrocarbures. Elle vend toujours des hydrocarbures, elle les vend en contournant les sanctions, elle les vend par pays tiers à un tarif qui est moindre. Donc, in fine, la Russie, en contournant les sanctions, résiste. Maintenant, elle contourne les sanctions. Alors, de là à dire que les sanctions ne sont pas efficaces, je ne serais pas tout à fait de cet avis. Deuxième élément, les sanctions avaient vocation à forcer la Russie à réduire sa capacité militaire et non pas à avoir comme conséquence, vis-à-vis du continent africain, de créer de nouvelles dépendances, ou du moins de partir du principe que la Russie, qui fournissait une partie des céréales et une partie des fertilisants, la Biélorussie, devait évidemment avoir comme victime collatérale ces pays qui en dépendaient. Parce que c'est aussi vrai pour la Russie que l'Ukraine.
et la Biélorussie. Alors, est-ce que le poids des sanctions a rapproché les pays africains de la Russie? Non. Par contre, ce qui est une réalité, c'est que les pays africains, comme du reste les pays certains pays africains, certains pays latino-américains, en relativisant toujours certains pays asiatiques, n'ont pas décidé de choisir de manière unilatérale une position ou une autre. Il y a eu, sur les 35 pays qui se sont abstenus dans les différentes résolutions, il y en avait plusieurs, mais partant du principe qu'on part de la base de la première, le 4 mars, visant à dénoncer donc l'attitude de la Russie, il y a eu 141 pays qui l'ont dénoncé, il y a eu 35 abstentions. Et sur les 54 pays africains, 18 se sont abstenus. Donc ça veut dire quelque chose. Et ce n'est pas forcément des pays, attention, qui étaient pro-russes. Puisqu'il y avait des pays comme le Ghana ou le Sénégal, le Maroc. J'ai dit que c'est pire dans le sens où, au-delà des abstentions, il y a des pays qui n'ont pas participé au vote. Tout à fait. Et sur les 12 pays qui n'ont pas participé au vote, 8 étaient africains. Donc ça veut dire quelque chose. Une sorte de non-alignement, une sorte de triangulation. Ni Washington, ni Moscou. Ça ne veut pas dire qu'on est pour. Ils le disent d'ailleurs, ni Est ni Ouest, ils le disent d'ailleurs. Ni Est ni Ouest. Enfin, toujours est-il que, en tant que bon géopolitologue, j'aurais tendance à dire que la neutralité favorise un camp plutôt qu'un autre. Absolument. Et que la neutralité est plutôt favorable à la Russie. C'est un accord tacite, on va dire. Il est plutôt favorable à la Russie, puisque justement, on ne dénonce pas l'agression. On ne dénonce pas l'agression et on commerce avec la Russie. C'est ça, parce que on commerce avec la Russie comme on commerce avec les États-Unis. J'entends pas. Non, pardon. La différence entre les États-Unis et la Russie, c'est que la Russie est sous sanction. Donc, on ne peut pas parler de commerce. Officiellement, on ne commerce pas avec des pays sous sanction, mais on arrive à dériver les sanctions. C'est clair. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point. Je termine juste sur un dernier point. Il y a quand même un paradoxe. Alors, premièrement, la note de l'IFRI auquel Smaïn faisait référence n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique étrangère française. Absolument, je suis d'accord. C'est le choix d'un Non, j'entends pas là, je parle de l'imaginaire. L'imaginaire français. Il n'est pas tout à fait partagé non plus sur les questions africaines non plus, à travers l'étude de ces chercheurs. Juste un mot et je finis mon propos. Moi, quand j'entendais par là l'élite française, dans le subconscient de l'élite française, il y a, si vous voulez, cette position de dominé à dominant. C'est ça le problème. Donc, il faudrait revoir cette position. Non, il faudrait revoir cette position. Il faut cesser avec cette arrogance et cette fierté mal placée. Essayer de gagner du terrain en Afrique pour justement récupérer les choses. La France, maintenant, il y a un rejet total. Il y a un échec patent de la France. On l'a vu au Burkina, on l'a vu au Mali, on l'a vu en Centrafrique déjà. Premièrement, on a donc en Centrafrique, la France qui avait carrément, si vous voulez, abandonné l'actuel président quand il avait appelé de l'aide, quand il avait laissé les cas aux portes. Voilà, oui, Todera, c'est Faustin Archange. Donc je faisais allusion d'ailleurs. Voilà, donc voilà, tu peux. Bon, alors, non, moi je suis toujours dans le relativisme. Premièrement, c'est pas tout le monde. Ah non, j'ai pas dit tout le monde. J'ai dit une certaine élite. C'est pas un rejet total. C'est un rejet majoritaire, mais il n'est pas total. Il faut être précis. Ah oui, il faut être précis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ensemble de la population centrafricaine qui va prendre son fusil pour aller résister contre l'oppression française. Il y a des forces. Ils ont appelé au meurtre des Français en 2013. Certains. Pas l'ensemble du pays. C'est comme en France, il n'y a pas l'ensemble de la psychologie française. Ah non, mais je l'entends bien, il n'y a pas de problème. Par souci de méthodologique, soyons précis, il y a un sentiment anti-français qui se fait plus présent, qui est plus visible, qui résonne davantage, parce que les réseaux sociaux l'amplifient. Ça, c'est une certitude. C'est clair. Maintenant, de dire que l'ensemble des pays étant rentrés en guerre ou en opposition contre la France, Faustin Archange Touadéra n'est pas opposé à la France. Non. La meilleure preuve en est. D'autant plus qu'il a trouvé refuge ici en France. D'autant plus qu'il vient juste d'envoyer son ambassadeur pour essayer d'améliorer les choses. Donc, moi, je suis toujours dans la logique d'essayer d'être le plus relatif possible. De même que à cette tribune de l'IFRI, ou à cette note policy paper de l'IFRI, je fais référence à un excellent article paru dans le Figaro d'un général deuxième section, Bruno Clément Bollet, qui appelait à ce que que les Africains se réapproprient leur relation à la France, en sens inverse. Donc c'est pas un rapport du dominant au dominé, mais qu'il y ait de nouveaux... Donc juste d'un point, relativisons les choses. Il y a actuellement un sentiment de fragilisation de nos positions parce qu'elles étaient acquises sur, je crois, une hypertrophie sécuritaire. Le terrorisme continuant, malheureusement, à obérer le développement de ces sociétés, il y a eu un échec sécuritaire. Moi, je trouve ça un peu léger, ça. Je ne suis pas d'accord du tout.
Bon, on peut en discuter, mais en même temps, là aussi, on peut aussi discuter de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent en parlant de la Russie. C'est pas la Russie. Sans parler de la Russie, mais c'est ce que tu veux dire, Emmanuel... certains éléments. Je veux dire, en Centrafrique, c'est pas la Russie, c'est Wagner. Oui, c'est la Russie. Ah oui, mais c'est un sous-traitant. Je peux un sous-traitant de l'État. Tout à l'heure, il y a un dialogue à deux, mais attends, déjà, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire là. C'est trop facile de dire que ce problème sécuritaire a obéré le développement de l'Afrique, c'est faux. Ce qui a opéré le développement de l'Afrique, c'est effectivement l'exploitation, la surexploitation avec des corrompus à la tête des États placés par la France. C'est De Gaulle qui a fait le travail, réseau Foccart. Donc l'Afrique ne s'est pas développée parce que la France n'a pas placé tous les chefs d'État. Elle a placé tous les chefs d'État africains francophones au pouvoir en 60. Elle les a lâchés tous en 60. Ce sont des téléguidés. Ils n'ont absolument aucune autonomie. Ce sont des corrompus qui travaillent pour leur maître français. Ça, c'est une réalité. Tous les chefs Sékou Touré a été honoré du prix Lénine en 61. Une des rares exceptions. Modibo Keïta avait introduit le parti unique. Une des rares exceptions. En règle générale, tous les chefs d'État africains de la coupe française ont été placés. Après, il y a des coups d'État. Après, il y a des prises de force. Mais en règle générale, c'est ça. Ensuite, de dire que c'est les problèmes de terrorisme, c'est un phénomène, c'est récent le terrorisme, qui ont obéré le développement de l'Afrique. Non, c'est des phénomènes organisés de guerre, de coups bas. On le voit bien en République centrafricaine, par exemple. Non, pas en Centrafrique. On voit bien ce qui s'est passé en RDC. Quand même, les Français sont arrivés, Colvézi, tout le reste. Il faut arrêter de dire que la France n'a pas de part là-dedans. Elle a une part active et dans toute l'Afrique pour des raisons économiques. Non, mais juste pour dire que... Pas la seule. Déjà, les RDC, pour être clair, c'était pas une colonie française. C'est une colonie belge. Oui, mais que les choses soient claires. Colvézi, c'est les Français, avec la CIA, avec les Belges, on est d'accord. Donc les Français interviennent avec leurs alliés dans les territoires pour y foutre la pagaille. On peut pas dire aujourd'hui que les Français sont les petits saints qui ont participé au développement, mais ça n'a pas marché parce que le terrorisme, c'est faux. Ça, je peux pas entendre. Ensuite, quand tu dis... Premièrement, c'est pas ce que j'ai dit. Non, tu as dit que le terrorisme a participé au ralentissement du développement. Que la lutte contre le terrorisme, qui était supposée être la raison d'être de l'interventionnisme français récent, n'a pas été efficace. C'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit que ça a opéré le développement. Tu réécouteras, c'est très intéressant. Si tu te rappelles pas ce que tu as dit, c'est inquiétant. Je suis beaucoup plus d'accord avec Emmanuel. Il a dit ça. Non, il n'a pas dit ça. C'est comme ça que je l'ai compris. On réécoutera demain Christophe. On réécoutera demain Christophe. Ensuite, tu dis que la politique française n'est pas guidée par des postures racistes. C'est ça dont on parle. Ça tourne en rond. C'est le côté mépris de classe et de race qui dit que ces Africains... Non, tu l'as pas dit. Je te dis ça. Je te dis ça. Tu le dis. Non, je te dis que tu dis que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. C'est ce que tu as dit. Non, mais tu as lu la... Non, attends. Tu sais ce qui est extraordinaire, c'est que tu dis quelque chose, après tu dis non. Tu as dit que tout le monde, c'est pas de la même chose. Dans la tribune de parler monsieur, de l'IFRI, il n'est pas question de racisme. Il va pas jusqu'au bout de son propos. Mais à aucun moment, il était question de racisme. C'était une étude géopolitique sur les raisons de la présence française. Alors, dépasse le propos, mais et l'on était de dire que moi, je n'ai pas pensé. Non, c'est pas c'est moi qui suis intéressé, je pourrais vous répondre. Attends, juste un instant. Je t'ai pas dit que tu l'as dit. Je te dis que faut sortir de cette limitation de vocabulaire, c'est bien une posture néocolonialiste raciste qui parle. Pourquoi ? Parce que quand on dit que les Africains ont besoin des Français, qui a une posture de dépendance, ça c'est vraiment un mépris évident de classe ou de race. Mais on va juste finir un propos. Par contre, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, tu dis, alors sur les questions des sanctions, là je suis pas du tout d'accord, tu dis que les sanctions, j'entends ça depuis un an, ça me fait rigoler parce que ça fait un an qu'on entend dire que les sanctions ont un impact sur la Russie. Même s'il y a un manque à gagner, pas une perte de profit, un manque à gagner des Russes, ils n'ont jamais gagné autant d'argent depuis un an, mécaniquement parce qu'avec l'explosion des cours du gaz et du pétrole, même s'ils vendent moins cher, ils vendent plus cher qu'avant la guerre. Ça, c'est une réalité économique dure. Ensuite, ces sanctions étaient destinées à fragiliser la Russie pour l'empêcher de maintenir sa guerre. Il se trouve que non seulement ça l'a pas empêché de maintenir sa guerre, mais ça a accéléré sa capacité de production militaire parce qu'ils ont une détermination. Tu dis que les pays qui sanctionnent la Russie ont obtenu d'autres pays qui participent indirectement à la sanction et qui sont obligés de passer par les voies détournées. Les Chinois ont affirmé haut et fort qu'ils ne sanctionneraient pas les Russes. Ils n'ont pas dit qu'ils les sanctionnaient. Ils apportent le gaz et le pétrole de façon ouverte et ils ont même mieux fait que ça. Ils ont autorisé les Russes à commercer avec eux sur le plan électronique parce que SWIFT leur aurait interdit. Donc les Chinois installent un système. Donc on est très loin du caractère. Là, on est dans un monde qui devient de plus en plus bipolaire ou multipolaire, ça dépendra des appréciations. Mais ce qui est certain, c'est que les sanctions économiques contre la Russie sont un échec total. Alors, de nouveau, relativiser. Pour moi, la notion de totalité est incompatible avec ce que je suis, c'est-à-dire en tant que géopolitologue. Il n'y a pas d'échec total, de réussite totale. Ça n'existe pas. Il faut relativiser les choses. Alors, au niveau macroéconomique, certes, mais l'économie, c'est de la microéconomie. La macro et la micro, c'est les deux. La macro alimentant les micros aussi. Les grandes tendances économiques sont microéconomiques. Sur le long terme, la Russie gagnera moins d'argent
qu'elle n'aurait gagné s'il Ça, n'y c'est avait les pas les perspectives sanctions. qu'on a depuis un an. Depuis un an, on dit qu'elle gagnera moins d'argent. Les sanctions étaient destinées à la mettre à Oui, genoux tout de suite. D'accord. Pas dans le long terme. D'accord. Maintenant, on parle de long terme. Quand Non, elle mais sera est-ce finie. que- Emmanuel, est-ce Encore une fois, que la moi, je suis Russie, pas- est-ce que la Russie je suis pas à aujourd'hui, justifier ou pas les sanctions. Je ne je dis fais pas ça, que. je te dis que je- c'est- non, mais c'est je te le faux, dis c'est moi. faux. Je te dis J'entends moi. bien. Je ne fais qu'analyser l'impact sur le court et le long Et terme. comment tu peux mesurer le long terme? La guerre s'arrête demain. Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que ça aura un impact? Est-ce que ce sera valable cette analyse? Ça fait un an que les Européens nous disent les Alors, sanctions auront un premièrement, impact. Il y en ça a aura pas un eu. impact puisque moi j'ai plutôt l'impression, Emmanuel, le détournement des gazoducs et des oléoducs est une réalité qui ne changera pas du jour au lendemain. Donc il y aura une adaptation Tout à qui fait. coûtera plus d'argent à la Russie, Absolument. donc ça aura un impact au Emmanuel. sens littéral du terme, un Ju- impact. ju- juste réduction si des je, pensions. si je peux en placer une 2 secondes, Je t'en prie. j'ai l'impression que l'opinion publique aujourd'hui se dit effectivement qu'on entend dans les médias qu'il y a eu effectivement un paquet de sanctions prises contre la Russie. J'ai l'impression que les sanctions elles se retournent plutôt contre nous et que Ça fait comment, les gars conséquences directes, c'est nous ici qui sommes en Europe, Emmanuel. Ça, Mais c'est une quelles sont les réalité. conséquences alors pour nous? Non, mais attendez, quelles sont les Paquet, conséquences? l'augmentation des prix des hydrogarbures, inflation. Ça n'a rien à voir. Non, bah C'est si, lié, c'est lié. on nous dit que c'est Mais non, lié à mais non, la le guerre prix, en Ukraine. mais non, le prix des hydrocarbures, le prix du gaz est lié au fait que nous avons une dépendance au gaz, quel qu'il soit, d'où nous l'achetons, que ce soit l'Algérie, que ce Non, soit mais non, au Qatar. Emmanuel, pas Là, ça, d'accord, Emmanuel. L'explosion du cours du gaz, c'est la je suis pas Russie, je d'accord. sais. Non, non. L'indexation du prix de Non. l'électricité est sur le gaz. L'explosion des cours du gaz, c'est Dans- bien la guerre en Russie. Non. Si. Mais bien sûr que si. Il y a une augmentation, la Monsieur guerre Russie a Emmanuel, accéléré. Monsieur Bien sûr Emmanuel, que vous non. venez de Regardez, dire... on a- Attendez, parlez pas en même temps, sinon on comprend Si je rien. peux pas m'exprimer, à ce moment-là, je ne ferai Depuis plus. tout Ce à sera l'heure, vous vous plus exprimez, simple. mon cher. Et ce sera plus simple. Allez-y. C'est simple, parce que moi, je ne cherche pas à me convaincre, je suis moi-même convaincu. Mais bien. On essaie pas de... On essaie d'éclairer l'opinion. On essaie d'éclairer l'opinion. Pour être le plus clair possible. L'augmentation du prix des hydrocarbures est liée au prix qui est défini par quorum, c'est-à-dire par cartel, à l'OPEP. Le marché. Absolument. Donc, un accord qui a été fait entre l'Arabie Saoudite et la Alors, Russie. déjà, je vais te Non, stopper mais direct. juste Pas les termine- hydrocarbures. Le pétrole, pas le gaz. Il n'y a pas d'OPEP du Si gaz. tu veux, pétrole. Merci. D'accord. Il faut être précis. Oui, il faut être précis. Alors, d'accord. pétrole. Ensuite, pour le gaz. L'augmentation du prix du gaz vient du fait que comme un certain nombre d'économies, l'économie allemande, l'économie française L'indépendance, oui. et l'économie italienne, ont choisi une dépendance à une L'importation du un gaz. coût comment dire, une capacité de production électrique la moins chère selon leur marché, qui était le gaz. Alors, Nous n'avons pas fait ce choix. Non, je termine. Non, mais justement- je termine. non, mais j'ai de la Non, mais pub. je termine J'ai de la pour- pub, Emmanuel. d'une 30 secondes. bah oui. Et donc, mais- le fait que nous payons plus cher notre électricité vient des décisions qui ont été prises de fermer un certain nombre de centrales nucléaires. Voyons. Aussi. Oui, aussi. il y a- Oh il y a- là là là. il y a Bah, ça. c'est essentiel. Emmanuel. Merci. Stop. On On parle de en l'Europe, reparle- tu on restes en sur reparle la dans parole. un Il a pas tort instant. là-dessus. Emmanuel Dupuis, Kamal Abina et Ismaïl Tefour juste après la pub. À tout de suite. Ne bougez pas, le grand forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF avec Ismaïl Tefour, avec Gamal Abina, Emmanuel Dupuis. Messieurs, stop, on est en direct. Voilà, on se détend, tout va bien. Moi, je suis Euh, très détendu. Ah bah oui, j'espère bien. Il y a une quand prolongation même. de C'est un débat dispute passionné. verbale. Alors, débat passionné. messieurs, je rappelle que les auditeurs évidemment peuvent nous appeler au 01 40 33 9000. On est en train de parler, on était arrivé sur le volet conséquences de ces sanctions prises contre la Russie. On s'accordera quand même qu'elles n'ont pas eu les effets, j'allais dire, attendus en matière de répercussions. Par contre, nous, on les a. Et Emmanuel, effectivement, nous parlait, et il a raison, sur l'électricité, c'est une conséquence aussi d'une décision de fermeture des centrales. Mais sur le gaz, mon cher Emmanuel, le gaz, on est bien quand même, ça a bien une conséquence sur l'augmentation en général des prix de l'alimentation, de la farine, du blé, etc. Tout ça, ce sont des conséquences directes avec cette invasion en Ukraine Alors, depuis farine, un an. Je ne crois pas parce que nous sommes nous-mêmes un grand non, producteur mais- de farine. Mais Oui, oui, peut-être, mais en De tout blé, cas, C'est un- aujourd'hui, c'est un- aussi. c'est un impact on direct. nous dit Faut aujourd'hui transporter. que l'inflation va continuer de grimper, qu'il va falloir compter à une augmentation générale de l'alimentation d'au moins 20% d'ici juin. Les conséquences directes, c'est nous et en Europe que nous avons aujourd'hui de cette invasion en Ukraine, Emmanuel. Ça serait quand même terrible de dire le contraire. J'ai du mal à voir la logique. J'ai expliqué que sur l'électricité, c'est une conséquence, mais ce n'est pas essentiel. Pour l'alimentation, non, car nous ne dépendions pas des marchés russes, puisque je rappelle quand même que la Russie est déjà sous sanction depuis 2014 et qu'on n'exporte plus et qu'on n'importe plus de production agricole depuis 2014. Biélorussie. De Russie, pardon. Donc,
si votre question remonte à 2014, certes, mais si votre question remonte à dire que depuis la guerre en Russie, c'est une conséquence, une des conséquences serait la hausse du prix des denrées de première nécessité. Non, ce n'est pas vrai. Premièrement, c'est dû à quoi alors? C'est dû à quoi, Emmanuel? Je peux dire moi directement. Mais Emmanuel oublie un élément essentiel. D'abord, tout est énergie, on est d'accord, ça je peux pas dire le contraire. C'est tout fait à partir d'énergie. Ah ben, le prix de l'électricité est beaucoup plus cher. Non mais on ne produit rien, mais l'électricité est indexée sur le gaz, donc ça a augmenté, donc les coûts ont augmenté. Comme tout est à partir d'électricité, évidemment, quels que soient les métiers meuliers ou n'importe quoi, quels que soient les métiers, l'augmentation mécanique, c'est deux choses. Pétrole pour le transport. Dès l'instant où l'essence augmente, ça se répercute sur la matière produite. Et le gaz, évidemment. Il y a aussi du transport par gaz, il ne faut pas oublier. Mais bon, donc tous ces éléments qui ont indexé, parce que l'électricité française est indexée sur le gaz, on est d'accord, ont fait qu'il y a une augmentation record de l'énergie électrique, ça coûte très cher, et que donc toute la production industrielle ou agricole française est liée à ça. Maintenant, je vais modérer un propos, il y a un truc qui est vrai. Là, je peux dire, tu peux avoir raison, Emmanuel, c'est que c'est un peu facile, et moi, je n'accepte pas ça, l'explication qui consiste à dire que parce qu'il y a la guerre en Russie, et c'est vrai que cette guerre a été un accélérateur de l'inflation, indiscutablement. L'inflation par rapport à Turquie, c'est entre 60 et 100% par an, d'accord? Cette guerre a eu un effet d'accélération, mais l'inflation démarrait avant la guerre. L'inflation est la conséquence du Covid. Les gens ont oublié que pendant 2 mois, on n'a rien produit dans le monde et qu'il faut rattraper le retard. Donc cette sous-production a été dépassée. On a du mal à assurer l'approvisionnement de beaucoup d'usines ou autres, de beaucoup de denrées. Et c'est pourquoi en France, on se retrouve avec par exemple, des boulangers qui voient le prix du beurre produit en France augmenter, le blé augmenter, la farine augmenter dans des proportions abyssales. Et c'est pas seulement la Russie, c'est aussi le Covid et déjà l'inflation qui avait démarré, je le rappelle, au mois de décembre, avant la guerre en Russie. Je précise d'ailleurs que Biden est arrivé à Kiev aujourd'hui, visite qui n'était pas prévue d'ailleurs, visite surprise. On accueille Smaïn, il est avec nous. On accueille Houssen, qui est avec nous. Salut Houssen. Salut Christophe, salut tout le monde. Bonjour Houssen. Il est passionnant, très 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 passionnant, c'est du haut niveau. Ah oui, oui forcément. Moi j'aimerais que vous m'éclaircissiez si je me trompe ou pas. Et selon moi, je pense que tout ce qu'on vit là, surtout la politique française qui est rejetée en Afrique, c'est purement les conséquences de la politique de Sarkozy en Libye. Je pense que ce sont les effets... Une très bonne question que tu poses, Houssen, et je vais proposer à mes débatteurs d'en évoquer dans un instant le fruit, la réponse à cette question. Houssen, est-ce que, et la question est très claire, et je remercie Houssen, est-ce que le revers qu'on subit actuellement en Afrique, que la France subit en Afrique, est-ce que c'est lié aux conséquences de la politique de Nicolas Sarkozy, notamment en Libye? C'était en 2011, si je me souviens bien. C'est bien ça. Smaïn, Gamal et Emmanuel, vous savez quoi, je me débarrasse de la pub tout de suite et on en reparle dans un instant. Et on conclut sur ce sujet. Mais les spéculateurs quand même sont de sortie. Emmanuel, on nous dit sur tous les plateaux que quand même aujourd'hui on est en train de subir et qu'il va falloir faire des efforts parce que voilà, tout est lié à la guerre en Ukraine. Toi tu nous dis que non. Gamel le dit aussi. Non mais Gamal le dit aussi. Bon écoutez, tant mieux. Donc on nous ment en fait. On est en train de nous mentir. Non, mais personne. Un peu tout. Attends, je précise. Non mais je parle pas de vous. Je parle en général sur les plateaux. Les spécialistes qui nous disent voilà, il va falloir faire des efforts. Non, pas les spécialistes. C'est les responsables politiques qui instrumentalisent. Voilà. On parle c'est pas les spécialistes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non mais même les économistes disent aujourd'hui que voilà, tout est lié quand même à une guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de produits qui viennent de là-bas. La spéculation est de mise, certes, mais aujourd'hui on en subit les conséquences et peut-être un peu plus que les Russes, pour qui c'était destiné principalement. On y revient dans un instant. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF avec Gamal Abina, avec Emmanuel Dupuis, avec Smaïn Tefour. Smaïn, peut-être... un petit moment qu'on n'a pas entendu. Sur ce que nous a dit Houssen, auditeur qui nous a appelé il y a quelques instants et qui nous demandait si finalement le revers que subissait la France en Afrique était lié peut-être à l'intervention de Sarkozy de la France en 2010-2011 en Libye. Est-ce que c'est on peut en partie, est-ce que c'est lié ou pas? Oui, est-ce que c'est antérieur encore? Non, on peut en partie imputer, si tu veux, Christophe, cet échec un peu à la défaite, enfin surtout après avoir démantelé ce qu'on appelle la Libye de la Jamhouria libyenne de Kadhafi, qui, ma foi, donc s'est retrouvé dans un chaos tel
que les armes se sont, on va dire, ont circulé un peu partout en Afrique, surtout dans le Sahel, d'où l'émergence des groupes islamistes, dont les salafistes, qui ont carrément investi ce grand territoire. Et la France a été donc obligée d'intervenir militairement, on l'a vu donc avec la force Barkhane, qui malheureusement s'est soldée par un échec. On a imputé cet échec à la France parce que sur le plan sécuritaire, ça n'a pas été le coup, sachant pertinemment que la bataille contre le terrorisme, ce n'est pas une bataille qui peut se gagner du jour au lendemain. Il faut un souffle long. Malheureusement, les peuples de la région ont plus ou moins été influencés par les officines qui étaient dans les coulisses et qui, ma foi, ont imputé quasiment toutes les erreurs jusqu'ici menées en Afrique subsaharienne, notamment au Mali, à la France. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Je ne défends pas ni la position française, ni malienne. Là, c'est un constat donc, de géopolitique qu'il faudrait quand même signaler à nos auditeurs. Il faudrait comprendre que la géopolitique, c'est jamais simple donc, à déchiffrer. Maintenant, est-ce que la Libye à elle seule a été, donc, si vous voulez, à l'origine de tout ce qui se passe? Bien sûr, c'est faux. Donc je tiens à rassurer notre auditeur qu'en partie, oui, c'est vrai, mais pas sur toute la ligne, on va dire. Gamal. Moi, je serais moins positif que Sma là-dessus. La destruction de la Libye par M. Sarkozy, criminel notoire aujourd'hui, qui est poursuivi d'ailleurs pour tout un tas d'affaires, dont celle-ci. La destruction de la Libye était annoncée par Kadhafi comme étant une catastrophe pour l'Occident, si jamais ça arrivait, parce qu'il y aurait à la fois un afflux massif de migrants, on l'observe évidemment chaque jour maintenant depuis des années, mais surtout une guerre civile qui serait déclenchée en Libye, faisant tripolitaine, cyrénaïque, et des groupes djihadistes, comme on les appelle, qui feraient corps avec d'autres groupes djihadistes qui existaient déjà. Quels sont ces groupes? Il y a le GSPC algérien qui s'est muté en Al-Qaïda au Maghreb, il y a tout un tas d'organisations comme ça qui ont émergé, qui ont fait corps avec des islamistes libyens et tunisiens qui étaient sur le départ, et qui se sont agrégés à des mouvements séparatistes comme l'Azawad, qui sont donc les berbères du Mali et du sud de l'Algérie. Et donc, ce qu'on appelle les Touaregs. Et donc, toutes ces organisations ont commencé à faire corps, et effectivement, dans une zone peu sécurisée, avec une armée peu équipée, je parle des armées du Sahel en général, le fameux G5 Sahel, eh bien, ça a fait foison. Alors évidemment, pour sécuriser un territoire aussi immense, c'est compliqué, on est dans le désert, on peut se cacher, c'est facile, et surtout, avec la dissémination des armes, de ces immenses quantités d'armes que les Libyens produisaient, parce qu'ils produisent aussi des Kalachnikov, et ils en avaient en stock, eh bien, ça a favorisé l'émergence de ces groupes. Vous rajoutez à cela la paupérisation des populations, et vous avez vraiment le chaudron qui démarre. Ensuite, de dire que les Français n'ont pas une responsabilité, elle est très lourde. Parce que lorsque l'opération Serval est lancée par M. Hollande, il promet, évidemment, qu'il n'y ait pas d'invasion de la capitale malienne, et il promet d'en finir avec ces organisations terroristes. La France a des moyens considérables pour intervenir. Elle a envoyé effectivement ces fameuses unités de combat qui ont été après, d'autres les ont rejoints européennes, mais ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a quelques lignes rouges que la France ne franchirait pas. Les Russes arrivent, eux, ils n'hésitent pas une seconde. Ils tapent très fort. Ils ne font pas dans la dentelle, on l'a bien vu, rien que chez eux, à Beslan, toutes les prises de sage, ça se finit par un bain de sang. La méthode russe, elle est très claire, on ne négocie pas. Les Français ont plus tendance à négocier, par exemple, les prises d'otages. Ça a été négocié avec de l'argent, on le sait aujourd'hui. Donc quand on dit que la France n'a pas de responsabilité lourde et directe, si elle les a, parce que d'abord, elle n'a pas su endiguer ce problème-là, ce qui est une vérité, et surtout parce qu'elle n'a pas su créer un lien de confiance avec l'armée malienne, les FAMA, les forces armées maliennes, qui étaient mises en arrière des combats et qu'on utilisait vraiment comme des seconds couteaux, avec des moyens logistiques très faibles, avec des moyens d'armement inexistants, sans aviation, sans hélicoptère. Les Russes ont pallié à ces défaillances et ont formé ces forces-là. Ils ont profité des échecs de la France. Ils ont pallié à ces carences des Français en Afrique. La France et a ont été formé entre réellement... deux feux entre les Touaregs de Kidal, qui justement étaient donc... Je suis pas sûr. Ah si. Pardon. Bien sûr, Emmanuel. Ouais. Donc la France avait privilégié dans un premier temps donc des pourparlers avec ce qu'on appelle les rebelles de l'Azawad, et ce qui a un peu donc mécontenté les autorités du Mali, donc on va dire de Bamako. Et c'est dans ce sillage-là que on va dire que ces problèmes ont surgi, d'où donc après la défection de l'armée française dans cette région. Mais là, de là dire que la France est
quasiment et totalement donc responsable de ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est quand même faux. Elle est responsable de son échec, c'est pas pareil. Non. Ce qui se passe au Mali, c'est un agrégat de choses. Moi, j'ai parlé d'échec, contrairement à toi. J'ai pas parlé de faute de France. La faute de la France, c'est la destruction de la Libye. Ça, c'est indiscutable. Pardon ? La faute de la France totale, c'est la destruction de la Libye. Ah ça, oui, là, je suis d'accord. Okay. Là, je suis d'accord avec toi. Alors, Emmanuel. Alors, oui. Bon, premièrement, on parle de la Libye, hein, on ne parle pas forcément du Mali. On va commencer par relativiser et rappeler les choses. Premièrement, c'est une opération qui n'était pas que française, elle était franco-britannique sous l'égide de l'OTAN, avec une acceptation, pas de veto russe, pas de veto chinois. Donc une acceptation du fait qu'il faille intervenir militairement. Là où je peux être d'accord, c'est que la mission a un petit peu dévié de la résolution onusienne, dont le but était de se débarrasser du colonel Kadhafi. Ça, tout le monde était d'accord. Ah, pour la question libyenne ? Oui, mais la question libyenne, c'est un enfumage. Il a raison, Emmanuel a raison sur un point. Au départ, il n'était pas question de tuer Kadhafi. Je suis entièrement d'accord. Et ensuite on pourra en débattre. Termine, s'il te plaît. Rapidement. Donc, le démantèlement de la Libye et le non-suivi institutionnel et la non-reconstitution de la Libye est une responsabilité collective de la part de la communauté internationale. Et après tout, c'est faire quand même beaucoup d'honneur à la France de penser qu'elle seule pouvait reconstruire la Libye ou la détruire. Donc, encore une fois, c'est la communauté internationale qui avait validé l'opération internationale qui a été validée par une résolution onusienne. Deuxièmement, les rébellions qui ont émaillé le Sahel ont commencé bien avant la chute du colonel Kadhafi. La déstabilisation du Tchad remonte aux années 70. Précisément quand le colonel Kadhafi est arrivé. La bande d'Aouzou. Donc, pas seulement la bande d'Aouzou, toutes les rébellions qui ont chassé les pouvoirs militaires et d'un militaire à l'autre, que ce soit au Tchad, que ce soit au Soudan, que ce soit au Niger. Donc, d'une certaine façon, ça n'a fait que déplacer le problème. Là où l'instabilité était limitrophe à la Libye, vis-à-vis du Tchad et du Niger et du Soudan, il y a eu une extension, parce que je rappelle que le Mali n'est pas limitrophe de la Libye. Donc il y a effectivement une extension, une sorte de métastase. On parle de groupes djihadistes. Là, tu vas déveiller sur les groupes djihadistes. Tu parles de problèmes d'insécurité, de guerre civile. Déjà, les rébellions se sont appuyées sur les groupes djihadistes. Non, les rébellions au Tchad, tu me parles des années 70, ne s'appuient pas du tout sur les groupes djihadistes. Quand même, je parle du Mali, en disant que la rébellion de 2012 est une rébellion qui a réussi parce qu'il y avait la concomitance des deux. À la suite du GSPC qui vient d'Algérie, parce qu'ils sont chassés d'Algérie, et des groupes djihadistes libyens et tunisiens, quelques-uns qui sont arrivés aussi. Et des groupes Touareg qui reviennent. Oui, mais ça, c'est une convergence pour se mettre d'accord. Par contre, là, je suis pas d'accord avec toi. De là à dire que la France n'a pas une responsabilité totale, pleine et entière sur cette histoire, je rappelle que c'est Sarkozy qui est à l'origine de ça, rappelons-le, que Sarkozy avait des comptes à régler avec Kadhafi pour une question d'achat qu'il n'a pas honoré. Mais ça, c'est limiter le Non, je ne limite pas. De dire que l'ONU. À la politique franco-française. Non, l'ONU manipulée par les discours de Sarkozy. Mais ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. L'ONU manipulée, et se sont fait avoir les Chinois et les Russes l'ont dit après, il n'était pas question de déposer Kadhafi, il n'était pas question de détruire la Libye, il était question de rien dans tout ça. Sarkozy manœuvre. Il est question de protéger la population libyenne. Mais on parle pas de la même chose. Juste un propos. Sarkozy manœuvre, crée le Conseil national libyen de toutes pièces, en France, pas aux États-Unis. C'est pas la question. Obama est convaincu par Sarkozy qu'il faut intervenir, les Anglais aussi, et les Italiens. Il n'y a pas que les Français, on est d'accord. Mais c'est les Français qui sont à la manœuvre. Si je peux reprendre mon propos, parce que je pense que j'ai écouté le tien et Switzmain, qu'il y ait eu un effet de déstabilisation massif, collectif, sur toute l'Afrique de l'Ouest et sur toute l'Afrique centrale, dans la banque sahélo-sahélienne, est une évidence, c'est un truisme. Il faudrait être idiot de ne pas l'analyser ainsi. La responsabilité de la communauté internationale, je le rappelle, a été de ne pas associer suffisamment les pays qui étaient impactés, le voisinage du Sud, notamment le Tchad, le Niger, le Soudan, et par extension, le Mali. À l'époque, avec des présidents qui s'en sont offusqués. Tout à fait. Amadou Malik Touré pour le Mali, le président Tanja pour le Niger, le président Kampaoré pour le Burkina, et le président Déby qui a été assassiné justement à l'issue d'une rébellion venant du sud du Grand Fezzan libyen. Donc ça, c'est une réalité. De là à voir que tous les problèmes de l'Afrique de l'Ouest et de la bande sahélo-sahélienne viennent du démantèlement de la Libye, je ne serais pas tout à fait d'accord. Premièrement parce que... Je n'ai pas dit tous les problèmes, mais je te laisse finir. Premièrement parce qu'il y avait un irrédentisme touareg
qui remonte aux années 70, et ce n'est pas lié totalement à la Libye, parce qu'il y avait un conquistement des groupes armés djihadistes qui ont migré de l'Afrique du Nord, où les premiers attentats ont eu lieu. Le GSPC. Pas seulement le GSPC, mais le GIA qui avait précédé le GSPC à partir de la fin des années 90. Mais le GIA n'a jamais sévi dans le désert algérien. Mais voilà, le GIA, excusez-moi, le GSPC, non, le GSPC est une scission du GIA. Si on veut. C'est une scission. Ils sont beaucoup plus tolérants, on va dire, par rapport Par souci de compréhension pour les auditeurs, le terrorisme d'inspiration salafiste a préexisté la crise libyenne de 2011, puisque les premiers attentats remontent aux années 90, et qu'il s'est progressivement métastasé et a migré vers le sud, vers le septentrion malien, et désormais bien au-delà, puisque maintenant il touche les pays riverains du Golfe de Guinée. Donc ça aussi, c'est une réalité. Alors la troisième réalité, j'en terminerai par là, c'est de considérer que la question était purement sécuritaire. Elle était aussi économique. De l'instabilité. L'instabilité de ces pays ne dépend pas seulement de la question sécuritaire. Bien sûr, les deux. Si la question de l'irrédentisme touareg ou de l'irrédentisme berbère, il y a beaucoup plus de profondeur historique. Parce que ça ne se limite pas seulement à la manière dont la Libye a été démantelée. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays n'ont pas pris en compte suffisamment le caractère régionaliste, ethnique, religieux d'une certaine manière, qui a pu s'exprimer depuis 40 ans. Mon cher, un mot s'il te plaît. Juste on conclut les gars, parce que faut oui, passer à autre chose. Très bien. Non, pour parler du facteur déclencheur de tous ces événements qui se sont déroulés dans la bande du Sahel, il est vrai que la destruction de la Libye a été quand même à l'origine plutôt le facteur déclencheur de cette vague de terrorisme dans tout le Sahel. Il faut pas occulter ça. Par contre, maintenant, si on devait remonter loin, tous les salafistes, d'ailleurs tous ces groupes sont d'obédients salafistes, ils ont été formés donc à la faculté donc de Médine avec comme condition de retourner dans leur pays respectif, pour justement préparer ce genre, on va dire, d'événement qui a donc abouti au terrorisme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le salafisme est une doctrine internationaliste qui veut imposer la charia un peu partout dans les pays musulmans. Donc c'est un point très important à souligner. Il ne faut jamais oublier le rôle néfaste de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est derrière la formation de ces groupes. Même le Boko Haram. Il ne faut jamais oublier que le père spirituel du Boko Haram est formé à Médine. Oui, c'est classique. Donc, voilà. Non, mais il faut le souligner parce que nos auditeurs ont besoin de comprendre les tenants, les aboutissants de ces problèmes-là. Parce que si après, on doit parler de la France par-ci ou par-là, moi je ne défends pas la position française, mais imputer totalement la responsabilité à la France, c'est quand même caricaturer un peu la chose. Il faudrait revenir donc à l'essentiel et dire d'où ça a commencé. Ça a commencé d'abord, comme disait Emmanuel, en Algérie, parce que l'État s'est resserré contre les groupes armés. Après, il y a eu une scission parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le leadership. Oui. Ils ont migré vers donc le... Comment on appelle ça ? Ils ont été chassés. Voilà, migré surtout. Ouais, parce que là, j'ai bien dit que l'État s'est resserré, Gamal. Si tu l'as retenu, je ne sais pas si tu l'as retenu. J'ai parlé d'État. J'ai retenu à tout, c'est pas un problème. Voilà, très bien. Donc, ils ont migré vers le sud. Jusque-là, la bande du Sahel, il y avait un islam quand même pacifique, un islam de marabout traditionnel qui était ouvert. Voilà, soufi. Il y avait des soufis, il a raison. Ouais, soufis, il a raison. Non, pas que les soufis. Non, il n'y a pas que les soufis, il a raison. Il y a aussi un syncrétisme, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle les Tijaniya aussi. Les Tijaniya. Voilà, c'est soufis aussi, mais c'est une autre forme de soufisme. Voilà, donc Christophe, je pense qu'on a tout dit. Juste pour finir, un truc important. Mais un dernier point, et c'est le plus essentiel. La déstabilisation de la région vient du fait que les États étaient faibles. Et qu'ils étaient déstabilisés bien avant. Mais ça, on peut l'avoir aussi en Espagne, si tu veux, les États sont forts, et pourtant, il y a des problèmes en Espagne aussi. Mais le développement économique qui compense. Oui, mais compenser la Galicie, avec ce qui se passe dans la région de l'ex-pays de Valls, tout ça, c'est des choses qui existent dans les pays de façon intrinsèque et qui peuvent créer effectivement des mouvements insurrectionnels, des mouvements de rébellion, des mouvements de séparatisme. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de savoir pourquoi est-ce que Kadhafi était, et je le dis très fortement aujourd'hui, pour que les gens l'entendent très clairement, pourquoi il a été assassiné directement par M. Sarkozy, je l'accuse. C'est bien Gamal qui le dit, hein. Je le dis, oui, soit clair. Et je le répète. Et pourquoi la radio a des problèmes. Non, là, pas de problème. Juridiquement. Oui, non, mais je le dis, je le répète moi. J'ai pas de problème. Il assume. J'ai toujours dit ce que je disais de ce type-là à la télévision. Ce n'est pas uniquement de l'opinion de Gamal. Tous les Arabes, tous les musulmans pensent. Non, mais c'est. Il faut aller de l'autre côté. J'essaie de finir mon propos. De l'autre côté du versant. Mais je suis radical par rapport à ça parce que je sais qu'il y a le personnage. Il a des dossiers sur le dos. Il y a des procédures en cours.
il finira par être condamné à nouveau, parce qu'il a déjà été condamné plusieurs fois, et de dire simplement il a été non seulement assassiné avec la destruction de son pays, la moitié de sa famille tuée, d'accord, je parle d'assassinat, mais surtout il a été violé avant l'assassinat. Et les gens ne savent pas. Il a été violé par ceux qui l'ont chopé. Absolument. Avec le soutien de la logistique française qui a dit où il était. Donc je veux bien entendre des choses, mais l'assassinat de chefs d'État est une tradition très connue en Occident. Très connu en Occident, on l'a vu avec Lumumba, on l'a vu avec Sankara, on l'a vu avec beaucoup de grands leaders africains qui ont été assassinés par des Occidentaux directement ou par des porte-flingues. Il n'en demeure pas moins que cette tradition-là est destinée à servir leurs intérêts. Passons maintenant au zap ou mat. Ah non, je zappe. Eh oui, quoi tu zappes? Non, je Attends, tu sais même pas de quoi j'ai parlé. Alors, je commence évidemment par vous donner des informations, mon cher Emmanuel, s'il te plaît, ne te laisse pas déstabiliser. Moi, je suis déstabilisé en rien. Je veille à la stabilité de la région. T'inquiète pas. À l'avenir de la radio. Manu. Gamal a tout à fait le droit de le dire, mais il faut bien dire que c'est Gamal. C'est pas la radio qui le dit. C'est bon, stop. Passe à autre chose. Oui, alors, c'est pas parce que les Arabes le pensent que c'est la vérité non plus. Si on doit accuser Gamal, il faut accuser tous les Arabes. Mais Gamal, tous les Arabes n'ont pas le droit de s'exprimer comme Gamal Abina le fait. Ah, c'est pas faux. Voilà. C'est un porte-parole, on va dire. Non, mais c'est un porte-parole de rien du tout, que de lui-même. Trop d'honneur alors. Voilà. Merci, on y va, c'est parti avec donc le zap ou match. Je donne des informations, à vous de choisir si vous décidez de les commenter, mais pas attention, pas un truc de 20 minutes, hein. Un truc assez rapide, ou de les zapper. Première information, et je commencerai par Smaïn. Tiens, pour une fois, je vais commencer par ma gauche. La délégation israélienne s'est faite expulser ce week-end, sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé à Addis Abeba en Éthiopie. Israël d'ailleurs accuse nommément l'Algérie et l'Afrique du Sud d'être derrière évidemment cette expulsion. Mon cher Smaïn, est-ce que tu commentes ou tu zappes? Je commente, Christophe, je commente. En fait, c'est pas uniquement l'Algérie et l'Afrique du Sud qui sont mis au banc des accusés. Par Israël, si. Et l'Iran. Oui, l'Iran aussi, oui, tout à fait. Je vois mal l'Iran intervenir dans ce genre de sommet, sachant pertinemment que l'Algérie est très souveraine et très soucieuse de sa souveraineté par rapport aux décisions stratégiques qu'elle prend. L'Algérie, dans ce cas de figure, elle a refusé par principe, on va dire, donc la présence des Israéliens dans l'enceinte de l'Union africaine. Un statut d'observateur, rappelons-le. Oui, absolument. Non, qui a été suspendu, Christophe. Il faut le souligner. Ce statut, l'Algérie s'est opposée il y a 6 mois de cela contre ce statut d'observateur. Les Israéliens, de leur côté, ont une politique d'entrisme. Ils ont fait déjà avec le Rwanda. Le Rwanda qui est un allié très proche d'Israël. Il faut pas l'oublier. Donc les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont à offrir aux Africains comparé aux Israéliens? Il faut le dire clairement et nettement. Les Israéliens, ils importent la technologie, l'agriculture et tout ça. Les Arabes, d'un autre côté, ils sont carrément divisés. Ils n'arrivent pas à s'unir pour protéger et surtout défendre les Palestiniens. L'Algérie, elle le fait tant bien que mal, et c'est tant mieux qu'on ait donc expulsé. Très bien. Voilà. Gamal Abina, tu commentes ou tu zappes? Bien sûr, je commente. Bah oui. On m'a déjà posé la question en plus en Algérie, donc à la radio. Simplement de dire qu'effectivement, Israël, qui se veut normal, qui veut être un État normal, cherche à normaliser sa présence avec des États, on l'a vu, avec ces fameux accords d'Abraham, et cherche à s'imposer de façon absolument délirante en Afrique. Alors, il faut savoir, très rapidement, qu'Israël était déjà membre observateur de l'organisation des pays africains qu'on appelait l'OUA. D'accord? Ça, c'était avant que Kadhafi casse cette organisation et crée en 99 à Tripoli l'UA, l'Union africaine, pour essayer de dépasser ces limites qu'avait l'organisation des pays africains qui ne fonctionnait pas bien. Et à ce moment-là, il a évincé Israël, Kadhafi étant un antisioniste notoire. Et ce qui se passe, c'est que l'Algérie, lorsqu'elle a appris que Moussa Faki, donc du Tchad, qui s'est rapproché d'Israël, a d'autorité et imposé la présence en tant que membre observateur d'Israël, ça a été mal vécu par l'Algérie, mais pas seulement. Hein. C'est important de le rappeler. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, il y a tout un pays comme ça qui a emboîté le pas parce que ce geste était fort. Et j'ai envie de dire que quand ces deux représentants qui se savent non réclamés, non voulus, pour lesquels il y a eu un débat il y a 6 mois, arrivent et viennent provoquer avec leur présence inutile parce qu'elle ne servait à rien, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, une humiliation. Alors maintenant qu'Israël vient nous expliquer, ce qui est très ridicule, que l'Algérie, c'est un peu le nouvel discours d'Israël par rapport à l'Algérie, serait proche de l'Iran et c'est pour ça qu'elle aurait foutu ça, c'est n'importe quoi. L'Algérie n'a aucune proximité avec l'Iran, si ce n'est aujourd'hui un peu économique, et l'Algérie a toujours combattu l'Iran dans les années 80 qu'elle soupçonnait d'alimenter le régime islamiste. Absolument. Donc c'est une plaisanterie qui ne tient pas la route. Très bien. Emmanuel, tu commentes ou tu zappes? Je commente. Alors premièrement, Gamal a partiellement raison. Effectivement, il s'agissait d'un acte du président de la commission qui n'était pas validé par la présidence. Ça ne veut pas dire que l'exclusion d'Israël
jette l'opprobre sur les relations qu'Israël doit avoir avec les pays africains. En l'occurrence, le président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, a été bien embêté d'une décision qui a été prise par la Commission. Encore une fois, le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères tchadien, qui ambitionne d'être candidat lui-même dans 2 ans au Tchad, s'est un petit peu fait mousser ou a pris une décision unilatérale. Maintenant, à partir du moment où les pays avaient accepté le statut de membre observateur, pour l'instant il a été suspendu, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, Israël n'aura pas un statut de membre observateur. Je rappelle que la France a aussi un statut de membre observateur. Pas tous. Pas tous. Il ne faut pas être forcément africain pour ça. Non, il y a certains pays qui ont un statut de membre observateur, aux États-Unis, la France. Mais que vient faire Israël en Afrique, c'est la grande question. Comme tout le monde, elle vient faire des affaires, elle vient apporter son expertise en matière d'espionnage, de cyberdéfense, oui, de sécurité, de communication, d'adduction d'eau, de désalinisation en matière nucléaire, mais pas seulement, Emmanuel. Ces 20 dernières années, Israël a fait ce qu'on appelle la politique d'entrisme. Donc, elle a noué. Pays, oui, tout à fait. Mais sauf que il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans de cela, tous les pays africains s'accordaient à ne pas, on va dire, pour parler avec les Israéliens. Non, attends. Ah, c'est archi faux, ça. Attends, mais laisse-moi finir. Je t'assure que c'est faux. Mais attends, j'ai pas fini. Tu me dis c'est faux. Tu te bases sur quoi, mon cher ami? Moi, j'ai des éléments. Ils étaient à l'OUA. Non. Ils étaient membres de l'OUA observateur. Non, mais je vais t'expliquer. Du temps de Boumedienne et de Nasser, il n'y avait pas, excuse-moi, il n'y avait pas un seul pays africain qui osait discuter directement avec les Israéliens. Donc, qui reconnaissait Israël. Qui reconnaissait, c'est bien dit. C'est très très bien de me le rappeler, Emmanuel. Je te remercie pour cet élément. Ce qui est aussi faux, c'est qu'ils ont rompu leur relation à partir de 1973. Avant, il y avait des relations entre les Africains et Israël. Il faut le savoir. Non. Non, bon, alors, non, c'était pas le cas. On s'en fout, c'est pas le sujet. Les gars, il faut qu'on avance. Donc Emmanuel, c'est bon là-dessus, on passe. Gamel, il me contredit sans ramener d'éléments. Non, moi je te ramène des éléments. Autre info, messieurs, une enveloppe conséquente. L'Algérie qui va allouer $1 milliard au financement de projets de développement en Afrique. Ça a été une annonce de Tebboune hier, donc rapportée par l'agence de presse algérienne, via d'ailleurs son agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement en Afrique. Smaïn, tu commentes ou tu zappes? Je commente, oui, brièvement. Merci. Gamal, il est content. Ça rentre dans une dynamique de diplomatie donc retrouvée par rapport à l'absence totale de l'Algérie durant l'ère Bouteflika. L'Algérie n'avait pas donc brillé par sa diplomatie. On avait un diplôme. Oui, c'est le cas de le dire, Christophe. On avait un ministre des Affaires étrangères qui était vice-ministre des Affaires étrangères, donc qui avait remplacé Lamtal Amra, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Il faisait un peu n'importe quoi. Il disait, on va dire, des trucs qui n'étaient pas en conformité avec la réelle politique, Christophe. Kamal, tu commentes ou tu zappes cette enveloppe conséquente de $1 milliard donc pour l'Afrique? Alors, conséquente pour l'Algérie, malheureusement très faible au regard de ce que propose l'Amérique, 55 milliards de dollars. J'ai envie de dire simplement que c'est très positif, il n'y a pas de problème là-dessus, parce que l'Algérie n'a pas plus de moyens. En revanche, effectivement, le retour au devant de la scène, il revient que récemment, mais c'est pas seulement Boutef, ça fait 40 ans que l'Algérie était absente. C'est à l'époque de Bouteflika, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, à l'époque de Boumedienne que l'Algérie était forte. Après, elle a disparu pendant 40 ans. Ça, c'était pendant la décennie noire. Non, pendant la décennie noire, il est vrai que l'Algérie était absente. C'est marrant, tu viens de me couper, tu t'es trompé. Non, mais tu m'as coupé. Non, je ne me suis pas trompé. Pourquoi je me suis trompé? Sous Chadli Benjid, elle était absente. Non, elle n'était pas absente. Ah bon? Non, je suis désolé. Mais je vais te rappeler alors, là, tout de suite. Merci. Quand il y a eu la prise d'otage en Iran, par exemple. 79, c'était avant. Non, il y avait Chadli Benjid. Mais c'est pas lui qui te commande. C'était négocié par le ministre des Affaires étrangères. Et alors, celui qui a été tué. Donc l'Algérie, c'est 70. 80, c'est disparaît. C'est deux visions du monde différentes. Alors, Emmanuel, tu commentes ou tu zappes cette enveloppe conséquente? Premièrement, l'Algérie n'est pas la seule à se diriger vers le son sud. La Tunisie et le Maroc ont aussi décidé d'avoir une politique de développement vers leurs frontières méridionales. Donc ça, c'est un élément positif. L'Algérie comme d'autres, et puis d'une manière aussi... Non mais je parle de $1 milliard donnés pour des projets de développement par l'Algérie. Mais je te rappelle on pourrait comparer les sommes qui sont aussi accordées par d'autres pays. J'ai pas la somme du Maroc, mais l'Algérie n'est pas
exceptionnel. Le dans Maroc, son il est au développement. fond du trou au niveau économique. Qu'est-ce que tu veux qu'il donne de l'argent, Emmanuel? Non, encore une Ouais, fois, beaucoup de bancarisation à l'époque. encore une fois, il y a différentes façons de rentrer dans des projets de développement. Oui. Il y a les projets Bien il sûr, y a des non, logiques d'accord. de prêt, il y a les logiques Mais de la dons, banque. il y a les logiques de partenariat. Le Maroc, comme d'autres, investit vers son sud, vers sa profondeur stratégique. 90% de l'action de l'aide au développement espagnol est tournée désormais vers les 3 pays que j'ai ciblés, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc ça participe. J'ai pas compris l'aide de développement espagnol. L'aide au développement espagnol, oui. Mais pourquoi tu parles de ça avec un rapport avec le Maroc? Parce que je dis que de manière plus générique, Oui, mais reste sur le Maroc. Tous les- Qu'est-ce que le Maroc fait concrètement à part la bancarisation? alors déjà le Maroc investit dans un certain nombre de formations militaires. Le Maroc investit dans un certain nombre de formations en termes hospitalières, construction d'hôpitaux de campagne, par exemple à Djouba, au Soudan du Sud. Les rares hôpitaux qui sont présents au Soudan du Sud sont des hôpitaux marocains. C'est bizarre, mais en termes de développement, parce que là tu parles de patch. En développement actif, la bancarisation, c'est essentiellement... La bancarisation est un des éléments. j'en ai pas d'autres, hein. Non, mais il n'y a pas que ça. Mais Mais encore une fois, moi, je ne suis pas dans une logique Là, où je j'entends dois bien, je défendre veux- le Maroc mais et toi attaquer le Maroc. Mais j'attaque pas le Maroc, je pose des questions. Je réponds. Mais oui, Je c'est quoi les réponds. autres éléments? Bancarisation. Voilà. La mise à disposition d'un certain nombre d'outils de développement agricole, notamment à travers la fertilisation. Je Ouais, c'est rappelle intéressant, je suis que d'accord. les phosphates Tout à fait. sont un moyen de fertiliser les agricultures africaines. Oui, Le ils fait apportent de de phosphate. développer... Je termine. Tu veux que j'aille jusqu'au bout? Je termine. Le fait de développer un gazoduc qui va du Nigeria jusqu'à Tanger, en fait de Lagos jusqu'à Tanger, qui va traverser 15 pays frontaliers. 13 pays. 15 pays. 13, tu te trompes, c'est pas grave. C'est 13. Oui, on s'en fiche, allez. Gamal a la science infuse. Je Non, je parlais l'admire. avec suffisant sur Internet. Je l'admire. Tape Je sur l'admire. Internet. Je l'admire pour ça. Ok. Pourquoi je dis 15? Allez, attends. Voilà. Je vais te donner Allez, une voilà. réponse. 5000 Ensuite, dans 2 km. secondes, hein. Je vais te donner une réponse. Emmanuel, Tu vois, 5000 Gamal, km. Tu vois, 5000 moi km. aussi j'ai la science infuse, je vais Non, te dire pourquoi. non, j'entends pas. Parce qu'il y a 13 pays frontaliers Tout et à 2 fait. pays enclavés, mon cher, Quel pays qui vont enclavé? bénéficier de la mer. Eh oui, Donc, bah oui. donc c'est 13 pays qui participent bon. directement. 15 Ensuite, pays. c'est un projet pour 2046 qui n'est toujours pas signé. Tu es en train de parler de choses qui ont des perspectives. On parle Alors actuellement. moi, je c'est actuel. redis et je réaffirme, et que les auditeurs m'entendent, que ce projet impacte donc les économies de 15 pays, 13 pays qui sont riverains, et 2 pays enclavés qui vont en bénéficier, pourraient en l'occurrence, qui vont en bénéficier, le Mali et le Burkina Faso. Donc voilà quelques éléments qui Alors, confirment très bien. l'idée sur Juste, laquelle... Non, mais on je va peux pas répondre. rentrer- Non, on va non, pas je peux rentrer répondre dans- juste dans une chose. les logiques Je veux de la précision. de Non, pas de compétition. confrontation. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils fassent de la fertilisation. C'est vrai, ils produisent beaucoup d'engrais, effectivement, grâce à ces fameuses mines, énormes mines. C'est le numéro 1 mondial de phosphate. Je suis d'accord. Sur la bancarisation, je suis d'accord. Sur ce projet, je rappelle quand même, il faut être un peu sérieux. L'Algérie a déjà signé. Ils ont commencé le travail pour détourner effectivement ces gazoducs qui ne passent que par un seul pays, donc moins cher. Le Maroc, ce projet coûte Non, mais 10. il y a pas le de Maroc coûte. contradiction. Si. Non, il n'y a pas de Si. contradiction. Pour l'instant, il y a- En termes de il y a- rentabilité, juste pour dire, ce projet dont tu me parles, qui n'est pas d'aujourd'hui, aurait des impacts positifs en 2046. C'est un projet de très long terme qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit là. Là, on parle d'actions concrètes aujourd'hui. Le Maroc, c'est la bancarisation, effectivement la fertilisation et quelques expertises. Là, je suis d'accord. Alors donc, voilà, moi je suis pas la voix du Maroc, mais Gamal est la voix de l'Algérie. Voilà. Non, C'est je parlais des deux là. Je viens de C'est- parler du c'est- Maroc à c'est ce l'instant. que je viens- Mais- c'est ce je que j'en parlais des conçois. deux, là. Emmanuel, C'est ce que ce j'en qu'il vient conçois. de dire, il est vrai que l'Algérie, ce fameux pipeline, il va passer par l'Algérie. Non, c'est un projet alternatif. Niger, Il ouais, y en a voilà. deux. Il y en a deux. Non, Il y a deux projets. Il y a un Bon. projet protocole Attendez, d'accord et l'autre qui est attendez, un. je dis honnêtement, là, vous savez, les auditeurs vous ont perdu là, depuis longtemps. Tout à hein, fait. je vous le Mais dis oui, direct. c'est pour ça que Bah ça n'a oui, aucun sens. voilà, du rentrez sens. pas là-dedans. Voilà. Justement, j'ai d'autres informations. Tiens, on va parler du Maroc, notamment dans un instant, avec, vous allez peut-être m'apporter des précisions, mais un interdit d'accès au Parlement européen. C'est ce qui a été voté le 16 février dernier. Donc jeudi dernier, les eurodéputés ont voté un texte en fait réclamant des mesures restrictives contre le Royaume du Maroc, parmi elles notamment une possible interdiction temporaire, et les mots sont importants, d'entrer au sein de l'hémicycle aux représentants du Royaume. On en reparle dans un instant. Smaïn, Gamal et Emmanuel, on est toujours dans le Zap ou le Mat, on fait une petite page de pub parce qu'il faut bien vivre un petit peu, et vous pourrez nous dire si vous décidez de zapper ou de commenter cette info, on y revient dans un instant. Puis on reviendra évidemment sur les propos de Darmanin. Et là, on va revenir sur une affaire qui a fait couler et qui continue de faire couler beaucoup d'encre, l'affaire Pierre Palmade. Est-ce qu'il faut retirer de manière systématique le permis de conduire à celles et ceux qui sont sous stupéfiants et alcool? Parce qu'on a parlé de l'alcool aussi, c'est important. On va en parler tout à fait tranquillement.
SOS, tremblement de terre en Turquie. Le bilan provisoire ne fait que s'alourdir. Au moins 5000 morts. D'être avec nous en direct avec Gamal Abina, avec Smaïn Tefour et avec Emmanuel Dupuis qui sont avec nous sur France Maghreb 2. On est en plein Zap ou Oumat là. On a pris un petit peu de retard, mais on va vite le rattraper. En tout cas, je compte sur votre discipline, messieurs. Ouais. Avec cette info, donc je vais vous donner juste avant la pub, mon cher Smaïn, sur le Maroc, bientôt interdit d'accès au Parlement européen. Évidemment, cette affaire du Parlement européen et des Marocains et du Qatar aussi continue effectivement de faire couler beaucoup d'encre. Commentaire où tu zappes ou tu commentes? Je vais commenter, mais avant de commenter, Christophe, je voudrais revenir sur un détail par rapport à Gamal tout à l'heure, quand il m'avait dit que la diplomatie algérienne n'était pas active depuis plus de 40 ans. Je lui rappelle que Chadli Benjedid a été élu donc, le 9 février 1979. La libération des Américains, des otages américains, s'est opérée en 1980. Donc il était président. Donc je vois mal qu'un ministre des Affaires étrangères algérien intervienne sans consulter son président de la République. Voilà, je voulais revenir sur ça. Donc sur le Maroc. Sur le Maroc, très très bien. Donc le Maroc apparemment, pour le moment, c'est pas vraiment, il n'a pas bonne presse. Pour la simple raison que le Maroc au niveau du Parlement européen. Oui, tout à fait, il n'a pas bonne presse. Et on va dire que les Européens répondent aux Marocains par rapport à la France. C'est plutôt la voix de la France qui parle, parce que la France a un poids très important au sein de l'Union européenne, et qu'aujourd'hui, les Européens, donc on ne va pas dire en guise de représailles, il y a eu, c'est vrai, cette affaire de lobbying qui a été opéré par les Marocains et les Qataris, enfin les Qatariens. Aujourd'hui, les Marocains sont en très très mauvaise passe pour la simple raison qu'ils ont privilégié donc l'Espagne à la France, et la France est aujourd'hui carrément en colère par rapport à ce changement de cap, et aujourd'hui on le voit clairement, Christophe. Gamal, tu zappes, tu commentes? Bon, je vais en parler rapidement, mais c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, il y a un vrai basculement des relations internationales entre l'Europe et l'Afrique du Nord en particulier. On se rend bien compte que le Maroc traverse de grosses difficultés économiques et que peut-être certains pays sont plus intéressés par le gaz algérien et le pétrole. Et je ne suis pas certain que ce soit que la France qui soit à la manœuvre, mais loin s'en faut, parce que les Marocains ont des difficultés avec les Allemands et que ça sort très opportunément, cette affaire, qui est assez surprenante au demeurant, mais ça reste du lobbying peut-être mal maîtrisé, un lobbying que beaucoup de pays pratiquent. Les Marocains ont été pris la main dans le sac comme beaucoup d'autres. Emmanuel. Oui, alors effectivement, il s'agit du Parlement européen et pas de la Commission européenne, c'est son importance. Donc ça n'implique pas les relations que pourrait avoir l'Union européenne avec le Maroc, premièrement. Et puis accessoirement, il n'y a pas que le Maroc qui est interdit. Enfin, c'est pas d'ailleurs le Maroc, ce sont les lobbyistes qui sont inscrits sur un registre dûment enregistrés comme pratiquant le lobby. Ça concerne l'Azerbaïdjan, ça concerne l'Algérie, ça concerne le Maroc, ça concerne le Qatar, ça concerne la Russie, ça concerne aussi les États-Unis. Donc en fait, c'est plus une question de toilettage de la manière dont les lobbies peuvent influencer les résolutions du Parlement européen, où effectivement ont été pris la main dans le sac, le Qatar et le Maroc. Mais d'une certaine manière, ça implique tous les pays qui pratiquent la communication institutionnelle ainsi. Très bien. Autre information, messieurs. Alors, ça mérite peut-être qu'on détaille un peu plus prochainement, mais c'est la Tunisie où la plus haute responsable syndicale de l'Union européenne a été expulsée pour ingérence. Mon cher Smaïn, tu commentes ou tu zappes? Moi, je commente brièvement. Donc, c'est tout à fait normal de réagir comme ça. Kais Saïd, peut-être il a un peu exagéré en voyant donc, cette syndicaliste. Le combat syndicaliste s'inscrit en dehors de la politique en règle générale, mais dans ce cas de figure, Kais Saïd, il a les nerfs un peu, on va dire, à fleur de peau, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont carrément sous pression, notamment américaine, hein, quand on le fustige et qu'on le pointe du doigt comme quoi c'est donc un dictateur non déclaré. Et c'est dans cette, on va dire, cette logique que le président a carrément donc, ordonné à la syndicaliste de quitter le pays. Gamal, tu zappes ou tu commentes? Très rapidement, j'ai envie de dire que c'est un aveu de faiblesse dommageable pour l'État tunisien et les autres États qui ont ces pratiques-là. Je considère que la censure ou l'arbitraire de ce type de liberté, qui sont des libertés liées à la défense quand même des travailleurs, n'a pas sa place dans des pays qui se veulent progressistes, démocratiques ou autres. Donc là, c'est un véritable aveu de faiblesse. Je dirais autant pour la Tunisie que pour l'Algérie ou le Maroc, à chaque fois qu'ils bâillonnent la presse ou qu'ils vont s'en prendre aux organisations humanitaires ou simplement syndicalistes, c'est honteux. Emmanuel? Oui, alors moi je suis assez d'accord, hein, c'est un aveu de grande fébrilité du président Kais Saïd par rapport à ces deux récents déconvenus, on pourrait en nommer nombreuses depuis son élection en 2019. Enfin bon, la participation très faible, pour ne pas dire quasi inexistante du corpus électoral lors des élections législatives, mais c'est surtout un mauvais procès qui est fait au syndicalisme. Je rappelle que le GTT est une force politique puissante en Tunisie, donc c'est encore une fois une guerre
contre les syndicalismes et la manière dont les syndicats peuvent peser dans le corpus identitaire et sociétal depuis la révolution du jasmin. Et puis c'est surtout un très mauvais signal, alors que le FMI était prêt, malgré tout ce qu'on dit, et malgré la dérive un peu présidentialiste du président Kais Saïd, à accorder le prêt de 1,7 milliard d'euros. C'est pas tout à fait comme ça que l'on va donner l'impression que l'état de droit existe encore en Tunisie. Dernière information à zapper ou à commenter, c'est l'arrivée par surprise de Joe Biden en Ukraine, à Kiev. Mon cher ami Ismaïn, tu commentes ou tu zappes? Ouais, je commente. Biden vient, c'est normal, vient dans le cadre, on va dire, de la politique. Il est cohérent avec lui-même. Donc, il essaie, on va dire, d'apporter un appui donc politique à Zelensky, qui est en difficulté en ce moment, je le rappelle, à nos auditeurs. Les Russes donc, ont mis le paquet, ils sont en train de gagner du terrain. Et c'est dans cette perspective aussi que Biden agit. Il y a aussi l'affaire du Nord Stream 2. Donc, Simon Hersh, le grand journaliste américain qui avait donc mis à jour, enfin dire, il a carrément dit que c'était les Américains qui étaient à l'origine de ce sabotage et qu'on essaie aujourd'hui d'occulter. Et même ici, on en parlera tout à l'heure dans mon coup de gueule, Christophe. Gamal. Je vais te dire que M. Biden, qui a commis beaucoup de fautes politiques depuis qu'il est arrivé, qui n'est pas un faiseur de paix malheureusement, s'il va là-bas, j'espère que c'est pour dire à Zelensky de négocier, parce que cette guerre sert à rien, est inutile, tue des gens de façon monstrueuse et inutilement, sachant que l'offensive russe a démarré et que ça va laisser beaucoup de gens sur le tapis. Donc si Biden a un peu de décence, qu'il propose à Zelensky les négociations, comme certains commencent à le dire en Europe d'ailleurs. Emmanuel, bon, la visite de Biden. Le fait de négocier et le fait de renforcer la position ukrainienne n'est pas incompatible. D'ailleurs, je crois que Biden, comme l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, pensent la même chose. Enfin, en tout cas, ceux qui sont opposés à l'interventionnisme et l'intervention russe il y a maintenant presque 365 jours. Alors, oui, de toute façon, trésorier-payeur général, en gros, 120 milliards d'euros qui ont été accordés à l'Ukraine, c'est tout à fait logique que le président Biden vienne aussi demander des comptes pour la trésorier-payeur général. C'est un investissement, mon cher Emmanuel. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Et qu'à un moment ou à un autre, il faut, comme les anglo-saxons appellent, de l'accountability, que l'argent donné soit utilement utilisé. Voilà. Très bien. Alors, on en a fini avec le Zapomat. Maintenant, passons à notre deuxième débat concernant Gérald Darmanin, qui a fait une sortie en référence à cette affaire de Pierre Palmade et de cet accident gravissime, bien sûr, pour lequel il a été... il porte un bracelet électronique. Il a été donc conduit à un hôpital d'addictologie du côté de Villejuif, pas placé en détention provisoire. Rappelons-le, le parquet d'ailleurs a fait appel, je précise, et Darmanin qui veut en fait durcir les sanctions concernant les personnes qui consomment effectivement des drogues, donc ça peut être du cannabis, comme ça peut être aussi de la cocaïne ou l'alcool également, et qui conduirait donc en ayant consommé ce type de drogue. Et il souhaite de manière systématiquement, il fait une proposition de retirer le permis systématiquement à toute personne qui pourrait être contrôlée sous l'emprise de stupéfiants, en rajoutant une nouvelle qualification juridique, le délit routier, et tout ça pour ne plus entendre parler de cette espèce d'homicide involontaire. Pour les victimes, ça paraît quand même assez incroyable à entendre quand on consomme de la drogue et qu'on prend le volant de manière sciemment, on prend le volant et au risque d'arriver ce qui est arrivé évidemment pour Palmade, mais il y en a eu évidemment beaucoup d'autres. On sait que les accidents liés à l'alcool sont considérables et importants dans ce pays. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être prendre aujourd'hui une mesure drastique en disant toute personne qui sont contrôlées ou qui serait à l'origine d'un accident ayant consommé des stupéfiants ou d'alcool, plus de permis, on leur retire systématiquement. Smaïn, ça te paraît convenable comme proposition de la part de Darmanin ? Oui, par principe, je suis entièrement d'accord que le fait de sanctionner sévèrement. Moi, je suis pour une tolérance zéro. Comme je disais tout à l'heure aux antennes, qui a foin dans le ventre craint le feu. Donc, il faudrait vraiment prendre en considération ce genre, on va dire, de sanctions ou de mesures. Mais connaissant le personnage, donc il ne faut pas exclure que ce monsieur, il est beaucoup plus dans le populisme, il faut le reconnaître. Il prévoit d'ailleurs, il est en pré-campagne présidentielle, sachant que, surtout connaissant ses ambitions, je ne pense pas que cette mesure émane d'une bonne volonté, on va dire. Oui, Gamal. Moi je vais dire un truc, c'est qu'on découvre que Pierre Palmade est drogué, il a toujours dit qu'il est homosexuel, quelle surprise.
qu'il a des déviances. C'est pas le rapport. Non, c'est dire qu'actuellement il y a des procès pour dire que c'est l'homophobie. Non, c'est pas l'homophobie. Tout le monde s'en fout de ses orientations sexuelles. Ce dont on ne se fout pas, c'est que c'est un homme qui est riche et qui a accès à des drogues de riches, la cocaïne. Donc on découvre tout ça en faisant semblant de ne pas savoir qui il est. Pourquoi je parle de cette histoire-là? Parce qu'il y a d'autres histoires qui sont en train de sortir, qui ne sont pas avérées, sur de la pédocriminalité. Bon, c'est pas avéré, évidemment, on ne va pas le dire. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque M. Darmanin dit pour une fois qu'il faut requalifier, parce que le tribunal de police ne l'autorise pas, c'est maximum 5 ans de prison quand vous tuez quelqu'un avec une arme par destination que la voiture, eh bien quand il le dit, moi j'ai envie de dire pour une fois, même si ses intentions c'est électoraliste, je m'en fous un peu, il a raison. Pour une fois, on ne va pas dire d'un homme qui dit quelque chose de concret, effectivement, que quelqu'un qui utilise une arme comme la voiture, qui devient une arme, sous l'empire de la drogue ou de l'alcool, enfin l'alcool ne dira pas, mais de la drogue. Si, l'alcool, il en a parlé. Il en parle, mais ce ne sera pas qualifié, il ne le fera pas. Bah, pourquoi Parce qu'il y a une tradition française qui fait qu'on l'a. Il n'y a pas de tradition française à tuer avec de l'alcool. Non, mais il y a une tradition française à ne pas toucher à l'alcool. Malheureusement, c'est comme ça. On peut évidemment dire que l'alcool n'est pas interdite, certes, mais par contre, elle est interdite lorsqu'on conduit. Et quand on a bu. Elle n'est pas interdite quand on conduit, elle est bien sûr que c'est. Non, c'est pas interdit, c'est découragé. Non, ils font les campagnes. Pas ou quoi? Il y a des taux d'alcoolémie à ne pas dépasser, gamin. Arrête de n'importe quoi. À un certain taux, merci. Donc c'est pas. Oui, mais et justement, et peut-être de remettre tout cela à zéro. Le taux, voilà, le taux doit être discuté parce qu'on parle d'un certain taux, 9 grammes, machin. Enfin, 1 gramme 9. Mais il est fou, 9 grammes, t'es mort. Non, 1 gramme 9. 9 grammes, t'es mort, gamin. Je pensais à la coque. C'est la prohibition. 1 gramme 9, je veux dire, dans le sang. Moi, j'ai connu un accident comme ça où le type nous est rentré dedans avec 1 gramme 9. Ce que je veux dire simplement, c'est de dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de cohérent et de concret, je suis d'accord avec ça, on doit l'accompagner. Il y a juste un petit problème, par exemple, par rapport du cannabis, mon cher Emmanuel. On peut fumer un pétard, comme on dit, et ça reste dans le sang plusieurs jours. Donc, par exemple, tu fumes un pétard vendredi, tu te fais qu'on le lundi, bah, t'as du cannabis, pas du stupéfiant, dans le sang. Donc, ça pose quand même un véritable problème. Est-ce qu'il faut peut-être réadapter les outils pour savoir réellement si tu as consommé tel produit récemment, en fait? Voilà, c'est là peut-être la problématique de la proposition de Darmanin. Il y en a plusieurs. Premièrement, c'est pas à Gérard Darmanin de proposer l'établissement d'un nouveau homicide, c'est au législateur. Et accessoirement, on aurait pu penser que le garde des Sceaux aurait pu faire cette proposition davantage que M. Darmanin. Je suis d'accord avec Smaïl, c'est un petit peu une façon de montrer que lui se préoccupe des victimes. Absolument. Il y a une dimension politicienne dans tout ça. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée de créer un nouveau délit. Premièrement, parce que, accessoirement, il y a un certain nombre de règles auxquelles on déroge et qui sont tolérées. Donc, en fait, il faut qu'il y ait une tolérance zéro par rapport au taux d'alcoolémie, à la consommation de drogue, et après tout aussi aux personnes qui s'endorment au volant, sans aucune des deux raisons. Oui. Parce que, encore une fois, si vous endormez au volant, vous avez les mêmes effets que quelqu'un qui est sous emprise de drogue ou sous de l'alcool. Je parle en tant que narcoleptique, je sais moi-même le danger que je représente sur la route. Donc, justement, je le précise, l'idée de créer un délit d'homicide routier me semble pas la bonne solution. Premièrement, parce que ça voudrait dire que on transforme la voiture, qui pour l'instant est une arme par défaut, destination, on va dire. Par destination, qui deviendrait de facto une arme de catégorie. Quelle catégorie? Et accessoirement, comme vous le savez sans doute, il y a eu 2 personnes qui ont trouvé la mort suite à des télescopages de trottinettes. Va-t-on qualifier la trottinette comme une arme? Donc à un moment ou à un autre, il faut faire très attention dans la dérive. Il y a l'accident et puis les dérives de la personne. Il y a la dérive, donc il y a l'intentionnalité qui est importante. Et moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de qualifier ça sous forme d'homicide involontaire. Ce qu'a fait Pierre Palmade, c'est un homicide volontaire. Il savait en pertinence de cause... Il va plus loin, là, quand même. Bien sûr, mais il a raison. Il savait en pertinence de cause qu'il était un danger. Accessoirement, si on en... Tout comme quelqu'un qui prend le volant en ayant bu quelques verres. Il avait conscience de son état. Et ça peut être requalifié en homicide volontaire. C'est le cas. Ça, moi, je condamne ses accompagnateurs, ceux qui étaient avec lui. Non, les accompagnateurs ont proposé de prendre le volant. Ils ont proposé de prendre le volant. Ils l'ont pas pris. C'est ça le problème. On ne l'a pas laissé prendre le volant. Bon. C'est sa voiture à lui. C'est le premièrement. Et puis, si on va jusqu'au bout de cette démarche, il y a toute une série de non-dits dans les homicides. Actuellement, il y a un autre non-dit, qui est aussi un non-dit politique, sur les délits de chasse, ou les homicides de chasse. Oui. Il y a de plus en plus de personnes qui trouvent la mort ou qui sont blessées non intentionnellement suite à des accidents de chasse. Donc va-t-on créer un délit de chasse? Comment créer un délit routier? C'est un débat très compliqué. Une question qui m'intéresse. Je crois qu'il faut appuyer, juste d'un point, je crois qu'il faut surtout appuyer de manière cohérente le respect des peines quand, effectivement, il y a consommation d'alcool
excessive, consommation de drogue tout court, ou quand des personnes qui, comme moi, souffrent de maladies qui potentiellement représentent un danger sur la route, prennent le volant. C'est tout. La différence, c'est qu'il n'y a pas l'intention de ta part, alors que celui qui prend la drogue, il sait ce qu'il fait. J'ai envie de dire simplement une chose importante, c'est l'intention, on parle. Toi, l'intentionnalité n'existe pas, en substance. J'ai envie de dire simplement, c'est qu'il y a deux aspects. Bon, on parle de drogue dure et douce, encore une fois, la drogue du pauvre, ça va être le shit, et la drogue dure, la vraie drogue violente, je parle pas de la cocaïne, mais voilà, je parle pas de la morphine, mais je parle de la cocaïne, c'est une drogue de bourgeois. Faut jamais perdre de vue que ça coûte cher, et que c'est souvent dans les élites là-haut. Les prix ont vachement baissé. Non, mais ça coûte quand même très cher. Waouh, on est à la radio, fais attention. Oui, mais alors. C'est pas bien de dire ça. Je m'informe un peu. Il y a le patron à côté. Non, et alors attention, mais plus sérieusement, je veux dire, c'est que la question qui se pose, c'est cet homme qui avait accès à tout, a pris un véhicule, a massacré une famille, on le sait. Son état, maintenant, c'est une question d'état. Moi, ce qui me pose problème dans l'histoire, c'est quoi? C'est le tribunal de la route. Pourquoi? Parce que c'est le tribunal de police qui tranche ça. Les peines maximum, écoutez bien, vous allez halluciner. Les peines maximum, quel que soit votre état, c'est 5 ans de prison. Vous tuez une famille, vous avez 5 ans maximum en prison. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF avec Gaba Lapina, Emmanuel Dupuis et Smaïn Tefour. Et donc Mam, la belle histoire qui est avec nous. Comment ça va, Mam? Ça va bien merci, et toi? Eh bien, très très bien, mon cher Mam. Alors, la belle histoire des génériques consacrés à quel générique, mon cher Mam? Ah, alors un générique sans générique. C'est ça, c'est l'avantage. C'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. Bah oui, il fallait bien une première, voilà. Alors, attends, je vais mettre mon casque, du coup. Parce que j'ai un peu de mal, là. J'ai l'impression que j'ai une illusion d'optique en voyant Emmanuel Dupuis en face de moi, parce que en le voyant sur BFM TV, en le voyant sur LCI et tout ça, j'ai l'impression d'avoir la télévision en face de moi. Ah oui, c'est vrai. Quand on allume la télé, il y a Emmanuel. Voilà. Alors donc, du coup, c'est le numéro 82 de la belle histoire des génériques consacré à Téléchat. 1983-1986. Et c'est bien pour la première fois qu'on n'a pas de générique, ça me gêne profondément. Mais c'est pas grave. Bon, arrête de râler, fais ton boulot. Nous sommes sur France, un boulot pour lequel je ne suis pas payé. Oui, ça va. Ça continue. Pour ce nouveau numéro de la belle histoire des génériques, place un souvenir indélébile de notre enfance avec ce programme d'origine franco-belge qui marquera toute une génération entière. Cette pastille, issue de la célèbre émission Récré à 2 sur Antenne 2, mais pas seulement, et de l'émission Lollipop sur la RTBF, la télévision belge. L'émission Lollipop qui était présentée d'ailleurs par celui qui dessinera plus tard un gros chat, Philippe Gueluc. Ah oui. Durait 5 petites minutes et fut composée de 234 épisodes sur 3 saisons et diffusée à partir du 19 septembre 1983, donc ça va bientôt être un anniversaire, en Belgique, et à partir du 3 octobre 1983 en France. Créé par Roland Topor et Henri Zonneux, ce programme était la parodie par l'absurde du journal télévisé par un concept farfelu de télévision des objets. Rythmé par des reportages et des interviews consacrées à des objets, justement, le journal propose la fameuse séquence de l'objet fêté du jour, les présentateurs souhaitant une bonne fête à l'objet en question. Présenté par Groucha avec un bras dans le plâtre, vous vous en souvenez, et Lola, le premier est un chat, la seconde est une autruche. Les objets appelés, d'ailleurs, se sont appelés, alors ces petits êtres microscopiques qu'on appelait les gluons, mais aussi interviennent des objets comme Duramou, le fer à repasser. J'avais peur de ça quand j'étais petit, de ce fameux fer à repasser tout fripé là. Brosse dure, le balai à brosse, Duralo, le téléphone du studio ou encore Gisèle la casserole. Vous l'aurez compris, ce programme s'appelle Téléchat et a duré 3 saisons jusqu'au 10 septembre 1986. La musique du générique est interprétée par Jean-François Deveau et écrite par Roland Topor. C'est bien malheureux, en effet, que je ne puisse pas diffuser un générique ce soir, mais je vous propose sans doute demain une seconde mi-temps, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, Mam. Effectivement, j'espère que demain on pourra le réécouter, évidemment. Mam, bien entendu, la belle histoire des génériques tous les jours. Et même l'enregistrement ne marche pas. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler qu'il y a Roland Topor quand même, c'est un personnage extrêmement particulier. Topor, très important. Il faisait beaucoup d'animations, il a fait surtout un long film d'animation extrêmement dérangeant, étrange, La planète sauvage. Et c'est un personnage qui, effectivement, dans Téléchat, quand on regardait, on était gênés parce que tous les personnages étaient très étranges, un peu violents physiquement. Moi, ça m'a marqué cette série. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon, dans un instant, les coups de gueule et les coups de cœur de nos débatteurs. Vous aurez 1 minute pour ce faire.
pour nous les livrer. Coup de gueule ou coup de cœur de Gamal Abina, de Emmanuel Dupuis et de Smaïn Tefour, le quiz. Et on pourra écouter aussi une chronique que tu nous avais préparée, mon cher Mam. Si ça marche. Qui devait être diffusée. Non, ça va marcher. Il devait être diffusé jeudi dernier et qui avait pour titre, je crois, Contradiction, c'est ça ? Contradiction. C'est ça. Et on verra évidemment de quoi il revient dans un instant. Ne bougez pas. Leclerc. Merci d'être avec nous dans ce LGF. Gamal Abina qui est avec nous, avec Emmanuel Dupuis, avec Smaïn Tefour, évidemment, sur France Maghreb 2. Place, messieurs, à un quiz assez rapide, évidemment, sur l'actualité. On y va. Le quiz. Et Mam peut jouer, évidemment. Oui, évidemment. Ah bah oui, évidemment. Première question. Quel acteur, messieurs, est au centre d'une nouvelle polémique après ses propos, je cite... Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. Vincent Cassel. Il y a de quoi avoir une polémique ou pas là-dessus ? 2 balles. Ouais. Aucun intérêt. Ok. Quel ancien président des États-Unis a été placé évidemment dans la nuit de samedi à dimanche en soins palliatifs chez lui ? Palliatifs. Oui. Jimmy Carter, l'âge de 98 ans. Absolument. Ouais. L'administration pénitentiaire française a constaté combien, messieurs, de survols par drone de ces prisons en 2022 ? 200 ? Je sais pas, non, 50 ? moins. 10 ? Une vingtaine. Un peu plus. 30 ? 68, dont 29 ont servi d'ailleurs à livrer des produits ou des objets illicites pour les détenus. TikTok compte désormais combien d'utilisateurs en Europe, messieurs ? Aucune idée. 1 milliard ? TikTok ? 200 millions. Alors, un peu moins. Milliard d'habitants en Europe. Donc, 200 millions. Non, c'est trop. On était à un peu... 98 millions. Non. 150 millions d'utilisateurs pour TikTok, sachez-le, messieurs. À combien s'établit la cote de popularité du président de la République ? 32%. Absolument, en baisse de 2 points d'ailleurs. Il y a des fans du président ici. La plus basse depuis 3 ans. Voilà. Bon, c'est bien, ça a été rapide, messieurs. On va passer maintenant au coup de gueule ou au coup de cœur de nos chroniqueurs. Vous allez pouvoir ainsi nous les donner. Être le spécialiste. Et on va commencer par notre ami Smaïn Tefour. Est-ce que c'est un coup de gueule ou un coup de cœur, mon cher Smaïn ? On va dire un coup de cœur. Un coup de cœur ? Eh bien, c'est parti devant le micro, on déclenche le chrono. À toi de jouer. Très bien. Je voudrais saluer l'honnêteté intellectuelle et déontologique du journaliste américain Simon Hirsch, qui a mis, on va dire, au jour ce qu'on appelle l'implication des Américains dans le sabotage de Nord Stream 2. Il faut savoir que ce journaliste est carrément connu pour ce genre de révélation. Il a été à l'origine de la révélation sur le massacre de My Lai au Vietnam, puis sur la prison d'Abu Ghraib. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a certains médias ici, en France notamment, qui ont carrément dénigré son rôle historique dans la révélation de cette sorte d'événement. Malheureusement, on l'a traité carrément de vieux sénile. Et c'est ça qui me fait quand même mal en tant que journaliste moi-même. Donc, il faudrait quand même saluer encore une fois la déontologie et l'honnêteté intellectuelle de ce journaliste à qui vraiment je rends vraiment tous mes hommages. Merci, mon cher Smaïn, pour ce coup de cœur. Mon cher Gamal, coup de gueule ou coup de cœur ? Coup de cœur. Coup de cœur ? Quoi ? Yeah ! Ah bon ? Eh ben on y va, c'est parti, on t'écoute. Je voudrais dire simplement une chose importante à mon sens, parce que je tiens à le témoigner aujourd'hui devant vous ici présents, que je suis très heureux chaque fois, chaque semaine, de pouvoir m'exprimer librement dans un média, une radio à laquelle d'ailleurs je participe à l'aventure depuis 4 ans, une radio qui est parisienne mais pas seulement, une radio qui est capable de dire beaucoup de choses que beaucoup d'autres ne diront pas, une radio pour laquelle j'ai vraiment un coup de cœur, et je le dis simplement, Radio France Maghreb 2, dans lesquelles la plupart des chroniqueurs s'expriment librement, dans lesquelles on peut batailler, ferrailler, discuter, échanger, mais quoi qu'il en soit, le faire en toute liberté d'expression. Et ça, c'est quelque chose qui est important à mon sens, qui est rare et qui vaut le coup d'être défendu, qu'on soit d'accord ou pas avec les débatteurs. Le plus important, c'est que le débat reste ouvert. Dans les règles d'usage, évidemment, que vous connaissez bien sûr. Mon cher Emmanuel Dupuis, est-ce que c'est un coup de gueule ? Il a mis un chronomètre. Toujours. Bah oui, attends. C'est bien ça. Attends, bien sûr. Emmanuel, coup de gueule ou coup de cœur ? Alors ce sera un coup de cœur aussi. Ah, un coup de cœur pour ce qui s'est passé. La Saint-Valentin s'est passé. Oui, justement, on prolonge l'esprit en ayant à l'esprit justement ce qui s'est passé à la conférence annuelle de Munich, la conférence qui réunit l'ensemble des acteurs du spectre diplomatique, militaire et géopolitique, avec une particularité cette année. Bon, premièrement, la Russie n'était pas invitée, la Chine était, elle, présente, mais
ni la Russie ni l'Iran n'étaient représentés, et néanmoins la Russie et l'Iran étaient représentés par des forces alternatives. Garry Kasparov, un des opposants historiques, c'est pas le plus légitime, enfin, qui a pu s'exprimer sur la manière de penser que ce n'est pas une opprobre contre la Russie, mais une opprobre contre le régime russe. Et de la même manière que Ebrahim Raisi, le président iranien, n'était pas invité, mais que un certain nombre d'opposants iraniens, notamment Mahdi Ahmadinejad, vous vous souvenez, cette égérie de la révolution qui désormais réunit plusieurs millions d'Iraniens dans les rues et dans les principales villes iraniennes, tout comme le fils du Shah, ont pu montrer que parfois ces grandes messes, ces grands raouts au cours duquel ne se dit pas grand-chose, si ce n'est quand il y a des discours structurants. En 2007, Vladimir Poutine a expliqué quelle serait désormais sa position sur la remise en cause de l'ordre international. Et là, cette année, on a eu de grands discours, le président français, le chancelier allemand, la vice-présidente américaine, et puis ces voix alternatives qui montrent que si on soutient un certain nombre de logiques démocratiques, la révolution par la rue peut se faire. Merci Emmanuel pour ce coup de cœur, coup de cœur de nos trois débatteurs. Pardon ? T'as pas l'habitude, hein ? Non, absolument. J'ai plutôt l'habitude des coups de gueule, moi. Place maintenant à Mab, la belle histoire et sa chronique. Le titre, Contradiction. Contradiction. La vie ici-bas, où nous vivons, n'est pas si facile. Elle nous apprend chaque jour à veiller à l'équilibre de nos paroles, de nos gestes, de nos comportements, de nos pensées. Et puis, il y a des luttes intérieures, profondes en raison et superficielles en déraison. L'esprit sain et l'indépendance de la tutelle de la vicissitude nous enfermant dans une morbide solitude. Le mal rôde autour de nous, s'habille sournoisement d'une enveloppe bienveillante et une fois l'ivresse acquise, infuse son venin assassin. Nul n'est à l'abri du vice tant que les fondamentaux nous bâtissent. Une fois que ça glisse, plus dure est la chute jusqu'aux abysses. Et un jour, anonymement crépusculaire, pour une famille lambda au destin solaire, se voit dans une fraction de seconde, frappé par la foudre en irresponsabilité féconde, par la faconde nauséabonde d'un automobiliste cocaïnomane, piège de cristal à la justeuse manne, et un drame, en face à face innommable, brutal, fatal, rendant la réalité misérable. Résultat, un jeune homme de 40 ans, son fils âgé de 6 ans, et la belle-sœur du premier nommé, enceinte de 7 mois, frappés de plein fouet par un individu délinquant sur une petite route départementale. L'ivresse d'une drogue a ravagé la sobriété d'une famille à la mienne analogue. L'homme, dont l'emprise aux stupéfiants fut fatale, est connu pour le meilleur et pour le rire. Il s'appelle Pierre Palmade, 55 ans, humoriste, metteur en scène, comédien et acteur. Longtemps sujet à des problèmes d'alcool et d'usage de stupéfiants, il en a lui-même livré témoignage il y a encore quelques années. Désormais, pour le meilleur, c'est derrière. Pour le pire, c'est pour le restant de ses jours. Un bébé n'ayant pas survécu au choc dans la sangle maternelle, une maman brisée à plus d'un titre, son beau-frère dans un état grave ayant subi 7 opérations à ce jour, et le fils de 6 ans, le fils de ce dernier, défiguré, opéré à la mâchoire à l'hôpital Necker. Bilan lourd pour quelques grammes de coke. Il n'appartient à personne de juger. Le droit français le fera, en toute impartialité. Pierre Palmade fera alors face aux abominations de ses addictions et ses justifications contradictoires en attendant le purgatoire. La prévention est importante pour éviter à tous ce fléau meurtrier et porter soin, soutien et attention pour dire non à l'addiction en contre-indication. Voilà la rubrique Contradiction de Mam, la belle histoire pour ce lundi. Bien entendu, on arrive au terme de cette émission. Demain, on retrouvera Farid Tamsamani.
On retrouvera notamment Nasser Lajili. Il y aura du monde cette semaine, donc soyez à l'écoute tous les jours, bien sûr. Merci beaucoup, Smaïn Tefour, et rendez-vous très vite. Merci, Gamal Abina. Merci Emmanuel Dupuis, que vous pouvez suivre évidemment chez tous les bons écrans, les bonnes chaînes de télé. Et sur les bonnes ondes, c'est toujours un plaisir. Et les mauvaises aussi. Il n'y a pas que des bonnes d'ailleurs. Il y a aussi les mauvaises. Ouais. Mais il va pas. On reste constant, quel que soit le médium. C'est ça, exactement. En tout cas, l'essentiel, c'est que tu fasses part de tes analyses, bien entendu, dans les médias. Donc, merci beaucoup, Emmanuel Dupuis. Je pense que tu vas être beaucoup invité, là, le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Alors, juste, oui, j'espère, et finalement aussi, enfin, j'espère pas, mais malheureusement, c'est la rançon non pas de la gloire, mais